Il nous a expliqué qu'il avait ça comme système et les pompiers nous disent s'il a vraiment ce système-là et qu'il le met en branle, il y aura des débris jusqu'à l'Élysée. Je l'ai jamais vu comme un bras de fer. Et j'ai jamais eu l'intention de plier les gens. En fait, c'est pas ça le job. À un moment donné, il va me dire, tu sais, dans d'autres circonstances, je t'aurais bien invité à boire une petite glute. Et je lui dis, une quoi? Il me dit, une glute, une bière, mais t'as quel âge toi? Et l'idée, c'est de les aider à percevoir le problème d'une autre manière que que la façon dont eux, ils le perçoivent. C'est ouvrir le champ des possibles, en fait. C'est de réintroduire du choix. Le maître mot, quand même, dans ces unités, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que on a beau se préparer, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Par la force de la relation, tu arrives à faire sortir quelqu'un. Voilà, ça c'est magique. On sait qu'on va travailler dans l'inconfort. Si on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bon, je me lance. Aujourd'hui, j'ai une invitée un peu particulière. Bon, déjà, c'est une invitée. C'est une invitée qui fait un métier auquel on ne pense pas forcément. Un métier important, un métier dans lequel il n'y a pas eu beaucoup de femmes encore, qui est un peu une pionnière dans sa discipline, je dirais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Tatiana Briand. Bonjour Tatiana. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir pris un petit peu de ton temps pour venir nous partager ton expérience. Tatiana, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, alors je m'appelle Tatiana, j'ai 47 ans. Je suis née en région parisienne, je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants, un père pompier, une mère infirmière. J'ai fait des études de droit, un cursus purement juridique parce que j'avais dans l'intention de devenir avocate. Et puis au cours de ce cursus juridique, j'ai bifurqué. Alors je suis restée dans les métiers judiciaires, carrière judiciaire, parce que c'était la matière pénale qui m'intéressait, et j'ai décidé de passer le concours d'officier de police parce que au détour d'un article qui présentait le métier de négociateur du RAID, j'ai eu comme une révélation et j'ai eu le sentiment que ce métier était fait pour moi. Donc j'ai passé le concours de police dans la ferme intention de rentrer au RAID pour devenir négociateur. D'accord. Et tu es devenue Et je suis négociateur. On peut dire négociatrice ? On peut dire négociatrice, oui, tout à fait. D'accord. Donc on va parler de cet avant-raid, du raid, de ce que tu fais un petit peu aussi aujourd'hui maintenant. Moi, je voulais commencer par aborder un petit peu ton enfance, parce que c'est là où en général se forgent un peu nos rêves, nos caractères, comprendre un peu dans quel environnement toi tu as grandi en fait. Quel enfant tu étais quand tu étais plus jeune ? Alors, j'ai grandi... alors, je suis l'aînée d'une fratrie de 6, donc c'est jamais très simple d'être l'aînée. Il y a quand même une espèce de rôle modèle ou des responsabilités qui sont un peu imposées de fait. Et puis j'avais 4 frères, j'ai 4 frères, donc voilà, c'était pas forcément évident. Et dès le départ, déjà, il fallait un peu imposer son autorité. J'ai eu une enfance très sportive. Très très sportive, puisque assez tôt en fait j'ai fréquenté les pistes d'athlé et puis surtout les gymnases, où j'ai été gymnaste pendant longtemps, où j'en ai fait ensuite une petite profession, puisque j'ai passé des concours pour entraîner, donc les moniteurs dans cette discipline. J'ai fait championnat de France de gymnastique aux Ingrès.
J'ai emmené mes petites gymnastes aussi sur les bancs de la compète. Donc voilà, j'ai surtout eu une enfance très centrée sur le sport. Donc enfance assez sportive. Tu étais bonne élève à l'école ou pas? Est-ce que j'étais bonne élève? J'étais assidue. Ouais. Voilà. Alors, je ne faisais pas partie des premières de la classe. J'ai toujours travaillé parce que rien n'était inné, rien n'était forcément facile. Donc, il a fallu que je travaille pour y arriver. Voilà. Quand certains pouvaient arriver assez facilement sans faire beaucoup d'efforts, non, moi, il fallait que je fournisse des efforts. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, à quel moment tu te dis, tiens, je vais faire du droit? Je me dis que je vais faire du droit après la lecture d'un livre qui s'appelait Le pullover rouge, qui était l'affaire Christian Ranucci, qui a été condamné à mort. Alors, c'est quoi cette affaire? C'est l'affaire d'un homme qui est accusé du meurtre d'une petite fille. Et voilà, donc je lis le livre et ensuite je me renseigne un peu sur le procès, comment ça s'est déroulé, etc. Il y a eu un livre qui a été écrit ensuite pour le réhabiliter, mais ça reste une affaire assez sombre, assez nébuleuse et qui m'a beaucoup impactée, moi, à 16 ans. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit que j'allais devenir avocate et que j'allais défendre la veuve et l'orphelin. Voilà. C'était un peu utopique, mais en tout cas, à 16 ans, c'est devenu une évidence et le fait est que j'ai fait 5 ans de droit aussi dans l'optique de passer le concours d'avocat. Voilà. Après, j'ai changé d'avis en cours de droit, mais au cours de mes études, mais en tout cas, ça m'a porté jusqu'à la fac de droit. Alors du coup, le droit, parce que donc, tu te dis, je vais faire avocate, et donc au cours de ces études, finalement, donc, tu changes un peu ton fusil d'épaule. Comment ça se passe? Ouais, alors quand je commence mes études de droit, donc je fais des études purement classiques, hein, le DEUG, la licence, la maîtrise dans un premier temps, et les 2 premières années de droit sont assez généralistes. Puis à partir de la licence, on privilégie un secteur droit privé ou droit public. Donc moi, je choisis le droit privé. Et je m'aperçois, en fait, donc je suis très attirée par les matières de droit pénal, procédure pénale, sciences criminelles. Mais je m'aperçois aussi qu'en fait, en étant avocate, et en prenant spécifiquement cette spécialité, que j'aurais pas forcément l'opportunité de mes affaires. Et là, je rentre en confrontation avec moi-même entre le droit et la morale. Il y a quelque chose qui me dérange, en fait. Et je me dis, ce que je comprends d'un point de vue stricto sensu du droit, de la norme, je l'accepte pas forcément sur un plan de la morale. T'as un exemple concret? Je me dis que je serais probablement pas capable de défendre des criminels. D'accord. Quand bien même tout le monde a le droit à être défendu. Là, je me dis, ça va être compliqué pour moi, en fait. Et assez rapidement, je me dis, je pense en fait que je me trompe et que j'ai pas du tout envie d'aller dans cette voie-là. Et en fait, en allant à la bibliothèque, comme tout bon étudiant en droit qui se respecte, je fais la découverte d'un article qui évoque l'affaire de Neuilly, la prise d'otage de Neuilly, par HB, Human Bomb, et je découvre en fait le métier de négociateur. Alors je découvre que dans la police il y a des négociateurs, mais je découvre avant tout le métier de négociateur. Et là c'est une autre révélation, parce que je me dis c'est le métier idéal en fait pour faire de la psychologie sans être psychologue. Et mais il y a quelque chose qui m'attire dans le métier, et notamment tout ce qui a trait aux facteurs humains, ça m'a toujours intéressée. Et donc là, je me lance à corps perdu en fait dans la filière, et je me dis, je vais faire sciences criminelles carrière judiciaire, pardon, et je vais passer le concours d'officier. Voilà. Donc là, t'es en quelle année? T'es en bac plus 2, bac plus 3? Non, là, je suis déjà en maîtrise. D'accord. En fait, quand ça arrive. Donc, je ferai une 5e année parce que pendant l'année du concours d'ailleurs, mais je décide de passer le concours d'officier parce que je suis persuadée que j'ai quelque chose à faire dans ce métier. Alors la nouveauté, c'est que faut que je passe le concours de la police, et je m'étais pas du tout imaginé policier, mais au-delà de l'aspect au-delà de la fonction de police, je vois surtout le métier de négociateur en fait. Et je me dis, c'est un métier qui est fait pour moi. C'est du facteur humain, c'est de la compréhension, c'est de la communication, c'est de l'aide, c'est de l'écoute, c'est dénouer des conflits par simplement de l'écoute.
Je me dis, c'est juste génial. Et en plus, c'est dans une unité opérationnelle où on va faire beaucoup de sport, je suis hyper sportive. Ouais. Et je me dis à ce moment-là, c'est fait pour moi en fait. J'en ai aucune idée, j'en ai aucune certitude. Mais je me dis, il faut que j'essaye. Ouais. Alors du coup, tu obtiens ta maîtrise. Alors c'est une maîtrise en quoi spécifiquement? Carrière judiciaire sciences criminelles. D'accord. Donc c'est une maîtrise de droit, ouais. Avec cette spécialité-là. Et alors, ensuite, tu entres dans la police. Alors est-ce qu'il y a un concours spécifique ou alors en fait il faut simplement que tu passes le concours de policier? Ouais. Et ensuite, en fonction de ton classement, on t'affecte dans telle ou telle section. Comment ça se passe? Alors en fait, moi, il y a plusieurs concours dans la police. Il y a les concours de gardien de la paix, il y a les concours d'officier, puis les concours pour être commissaire de police. Donc moi, j'ai pris le concours d'officier. Donc je passe le concours, je l'ai. Ça ressemble à quoi ce concours globalement? Alors globalement c'est essentiellement, tu as des épreuves d'admission, des épreuves d'admissibilité. Ouais, donc c'est quoi, des écrits? Voilà, donc tu as d'abord toute une partie à l'écrit, donc là où ça va être principalement des épreuves de droit. D'accord. Beaucoup. Une épreuve de culture générale. Oui, voilà, c'est quand même. Donc il y a pas mal d'épreuves de droit, une épreuve de culture générale, une épreuve de langue étrangère, des mises en situation, comment on appelle ça, des cas pratiques. Ouais. Ensuite, quand tu es admis, donc quand tu as eu les écrits, tu es admis à l'oral. Donc là, il y a différentes épreuves à l'oral. Il y a des épreuves sportives. Et puis, il y a une visite médicale, voilà, qui peut être aussi éliminatoire en fonction. Et une fois que tu as satisfait à toutes ces épreuves, tu as le grand jury, voilà, qui va vraiment finaliser et entériner la fin du concours. Et voilà, tu es admis ou tu ne l'es pas. D'accord. Donc une fois qu'on a fait passer toutes ces épreuves et qu'on est admis, on a donc l'école des officiers, elle est sur Canet-Cluse, dans le 77. Et elle dure 18 mois. Donc pendant 18 mois, c'est une scolarité qui va osciller entre de la théorie et de la pratique avec des stages sur le terrain et dans différents services de la police. D'accord. Et est-ce que dans cette école, déjà, vous voyez une partie du métier de la négociation ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école des officiers? Dans l'école, alors là, on apprend vraiment toutes les matières qui sont liées au métier de la police, mais beaucoup en procédure, puisque étant officier, on a une qualification qui s'appelle officier de police judiciaire et qui nous permet de faire des investigations. Donc on a tout le métier de l'investigation. Donc on a un gros volet procédure, un volet management, puisque quand vous êtes officier, vous êtes aussi amené à diriger, à commander des équipes, puisque le métier d'officier, c'est un métier de commandement. Donc on apprend ces différents métiers. Et puis, au cours de la scolarité, on a toutes les grandes directions de la police nationale qui viennent présenter leur métier. Et donc, au cours de ces 18 mois, nous avons eu la chance de voir les différentes représentations, les différents métiers de la police, dont 2 négociateurs du RAID qui sont venus présenter l'unité RAID et spécifiquement la cellule négociation. Voilà, donc là, ça a fini de me convaincre. Donc ça confirme vraiment que tu n'es pas là par hasard. Mais moi, je savais, alors on a un emploi du temps qui nous notifie quels sont les intervenants qui vont passer et à quel moment. Et donc, j'avais préparé mon CV en me disant, à la fin du cours, il est coutume d'aller discuter et d'échanger avec les intervenants. Et donc, je leur avais amené mon CV pour leur dire que voilà, j'étais rentrée dans la police pour rentrer au RAID et que j'étais ravie de les avoir écoutés et qu'après les avoir écoutés, j'étais convaincue de vouloir faire ça. Et je leur avais remis mon CV pour pas qu'ils m'oublient le jour où ils lanceraient des sélections. D'accord. Alors, du coup, donc, à la fin de ces 18 mois... Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, à la fin des 18 mois, on a un classement. Et puis, en fonction de son classement, on est invité à venir choisir un poste. Donc, on est dans un grand amphithéâtre. Il y a la liste des postes qui s'affiche, en fait. Et puis, en fonction de ce classement, on vient et on choisit le poste qui nous intéresse. Alors, toi, tu es classé combien? Donc, moi, je suis sur une promo de 412 personnes. Je suis vraiment classée en milieu de tableau. Je suis 200e, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, c'est ni bon ni mauvais. Je suis juste classée au milieu. Donc là, je choisis un poste purement
Je le fais parce que je suis en région parisienne, que j'ai fait tous mes stages dans le 92. Et donc là, je choisis un poste qui va me permettre en fait de faire de la sécurité publique parce que c'est hyper formateur. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle de la sécurité publique ? Alors, sécurité publique, c'est vraiment la police du quotidien, en D'accord. fait, le commissariat. Moi, je suis affectée dans un commissariat, je suis affectée en tenue dans une unité qui s'appelle à l'époque l'UTJTR, donc l'unité de traitement judiciaire en temps réel. Et donc là, c'est du tout venant, c'est-à-dire que ça va des problèmes de voisinage à l'homicide, en passant par les cambriolages, les agressions. Et donc ton rôle, c'est quoi ? C'est prendre une déposition, c'est de créer, Non, alors lancer une enquête. Mon rôle, c'est donc je dirige une équipe et je suis référent. Donc je peux faire des auditions, évidemment. Je vais sur le terrain pour faire des perquisitions. Je peux faire des enquêtes de voisinage, évidemment, même si a priori c'est pas forcément les officiers qui font les enquêtes de voisinage. Mais en tout cas, on prend une affaire, le dépôt de plainte arrive. En fonction de la qualification de la plainte, on voit si on la traite ou pas, c'est-à-dire si elle est pour notre service. Et là, on prend du début jusqu'à la fin, donc des auditions jusqu'à la perquisition, à la clôture et à la transmission au parquet. Donc là, les officiers font les qualifications des infractions, sachant que c'est quoi les qualifications, c'est en fonction de ce que l'on vous rapporte, on est en capacité de qualifier l'infraction. Est-ce que c'est un vol, voilà, exactement. Sachant que les magistrats ne sont pas tenus par nos qualifications et qu'ils peuvent requalifier. Et ensuite, donc on fournit ce dossier au parquet. Et quand c'est nécessaire, on défère aussi les individus au parquet. Et ensuite, c'est le parquet qui prend le relais. D'accord. Pour l'instruction. D'accord, ok. Alors du coup, tu restes combien de temps ? Donc je reste 1 an et demi. Ouais. Et ensuite, je monte d'un étage, je passe de la tenue en civil. Et là, je prends un service d'unité d'investigation et de recherche, l'UIR. Et là, je suis dans un pur service d'investigation. Donc là, je suis en civil. Et là, c'est un peu plus centré. C'est moins le tout venant, c'est-à-dire que les affaires qu'on pouvait récupérer à l'UTJTR de nature assez importante ou de nature qui sont de nature à avoir plus d'investigation montent à l'unité d'investigation où là, on va vraiment faire plus d'auditions, plus de perquisitions ou des affaires de plus grosse ampleur. D'accord, donc c'est pour des délits un peu plus graves. Délits et crimes. D'accord, ok. Alors du coup, toi, dans cette unité, tu peux nous donner des exemples d'affaires sur lesquelles tu as travaillé Alors je suis intervenue sur des vols fausse qualité, par exemple. Qu'est-ce que c'est un vol fausse qualité, c'est par exemple une personne qui se présente au domicile en prétendant être soit un policier, soit quelqu'un des services EDF, par exemple, D'accord. dans le but de rentrer chez les personnes et puis de les voler, de les cambrioler. Donc elles sont importantes, ces affaires-là, quand notamment les gens sont séquestrés à leur domicile, voire se sissonner, ce qui a été le cas pour pas mal d'affaires sur lesquelles j'ai pu intervenir, où là on a des gens qui sont vraiment... Donc on t'attache, le gars t'attache voilà. Chez toi, d'accord. Donc je suis intervenue sur des affaires comme ça, des affaires de cambriolage, des affaires d'homicide aussi, des affaires de stupéfiants. Donc voilà, ça ce sont des affaires qui peuvent être traitées par l'UIR, par exemple. D'accord. Et alors là, on n'est pas encore dans tout ce qui est négociation. Non, alors on n'est pas... Sachant que dans un commissariat, tu fais quasiment tout le temps de la négo, puisque quand tu as des affaires notamment qui opposent des gens, des simples différends de voisinage par exemple, ou familiaux, bien souvent on fait ce qu'on appelle une confrontation. Oui. Et lors de la confrontation, là tu peux largement jouer les médiateurs. D'accord. Pour pas que ça parte en pugilat, mais aussi quand tu te présentes au domicile de quelqu'un parce qu'il y a par exemple un tapage ou lorsque tu te présentes au domicile parce qu'il y a eu des violences, là tu te retrouves très souvent en position de négociation parce qu'il faut calmer le jeu, il faut temporiser. C'est-à-dire, par exemple, une situation de violence Eh bien, on a une victime, par exemple, qui appelle parce qu'elle est battue par son mari. Donc, on se présente au domicile, on a l'obligation de vérifier. Et puis là, on essaye de voir ce qui se passe. Quand on arrive, la plupart du temps, ça a pu cesser.
cet état-là. Donc l'idée, c'est d'aller chercher l'information à l'intérieur de l'appartement, mais d'inviter les gens à sortir, parce que quand on n'est pas en flagrance, on n'est pas forcément habilité à rentrer. Quand les faits se sont arrêtés, voire même parfois c'est elle qui vous l'apporte, on est là pour vérifier, parce qu'on fait suite à un appel. Et donc là, on essaye voilà, on rentre en communication avec les gens pour pouvoir essayer d'en savoir un peu plus. Donc bien souvent, on arrive et on essaye de séparer des gens, de calmer le jeu, de faire en sorte que les gens retrouvent un peu plus de sérénité, et puis de les inviter à nous suivre pour qu'on prenne soit un dépôt de plainte, soit qu'on voit si on poursuit, si elle décide de déposer plainte. Alors, c'est des gens qu'on peut largement interpeller et placer en garde à vue. D'accord. Donc du coup, là, dans cette unité, tu es resté combien de temps ? Là, je suis restée 1 an et demi également. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Il y a enfin un appel à candidature. Voilà, en fait, il y a un télégramme qui tombe dans tous les services. Un télégramme ? Un télégramme, en fait, c'est comme un appel d'offres. En fait, quand une unité ou un service ouvre un poste, en fait, il fait une espèce d'appel à candidature, ça s'appelle un télégramme chez nous. Et donc, il fait un télégramme, et là, tous les services de police reçoivent ce télégramme pour que le maximum de personnes qui remplissent les conditions puissent se postuler. D'accord. Donc, je ne reçois pas ce télégramme. Non, mon service ne l'a pas, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais c'est un collègue de ma promo qui, lui, reçoit le télégramme, parce qu'il compte aussi passer les sélections du RAID. Et il me dit, t'as vu, le télégramme pour un négociateur du RAID est tombé, est-ce que tu l'as reçu ? Je dis non, je n'ai pas du tout reçu. Et c'est lui qui me l'envoie. Sympa. C'est lui qui me l'envoie, et je postule. Et on va postuler, en fait, en même temps. Et alors, du coup, le RAID, donc, quand on postule, comment ça se passe ? Mais là, alors il y a des conditions administratives déjà pour postuler, c'est-à-dire qu'il y a tout un descriptif du poste et des conditions dans lesquelles on peut prétendre à... Il faut être officier peut-être déjà. Voilà, donc il faut être officier. En tout cas, là, ils recherchent un officier. Donc voilà, donc ce télégramme ne s'adressait qu'à des officiers, qu'il fallait avoir 50 services actifs. Donc voilà. Et donc moi, quand je postule, je n'ai pas 50 services actifs. Donc il faut remplir un dossier administratif dans lequel il faut faire une lettre une lettre de motivation, pardon. Il faut communiquer toutes ces notations et puis un certain nombre de documents, et tout envoyer au service qui va se charger de faire la première sélection. D'accord, donc même si tu n'as pas 5 ans d'expérience, tu tentes le coup quand même ? Je tente le coup et j'envoie mon dossier à la DRCPN, donc, qui s'occupe de regrouper toutes les candidatures. Je reçois un courrier de la DRCPN qui me rappelle que je ne remplis pas les conditions administratives et que je ne peux pas, par conséquent, postuler. Donc là, je suis énormément déçue, évidemment, parce que j'attends ça depuis toujours. Moi, je suis rentrée dans la police pour ça. Donc, ce que je fais, je fais une lettre de motivation et j'envoie le double de mon dossier directement au chef du RAID. Tu court-circuites la Je court-circuite et de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, j'envoie la lettre et là, j'explique dans ma lettre que je suis rentrée dans la police pour faire ça. Que s'ils ne me prennent pas, ça va être très compliqué, en fait. Je passe à côté peut-être de la chance de ma vie de faire ce métier-là. T'avais combien d'années d'expérience là ? 3. D'accord. J'avais 3 ans. Et donc là, je pense que ça a dû les amuser, parce que je reçois un appel du RAID, pas du chef du RAID, mais d'un des chefs de section du RAID, Fanfan, pour ne pas le nommer, et qui me dit, écoutez, on a bien aimé votre lettre, ça nous a bien plu, donc venez passer les tests. Super. Ouais. Et là, comme je me quoi, dis, avec un peu d'audace et de culot. Exactement, donc j'avais rien à perdre, donc j'ai tenté, et le fait est que ça a fonctionné. Et donc là, je me présente au test du RAID. Ouais. Et alors, ça ressemble à quoi ? Parce que le test, par exemple, de la police pour devenir officier, je pense que voilà, il y a un certain niveau physique, mais là, est-ce qu'on est vraiment une barre au-dessus en termes de connaissances, par exemple, je sais pas, en culture G ou en procédure, etc., ou en termes de sport, est-ce qu'il y a encore un échelon au-dessus ? Comment ça se... Alors moi, quand je me présente, j'ai aucune idée de... Le RAID, moi je le connais que de... Vous pouvez passer une carrière entière dans la police sans jamais voir le RAID. Ouais. Donc moi je connais le RAID que par sa notoriété.
Donc je commence à me renseigner quand même sur les tests. Voilà, j'ai très peu d'informations et on me dit vous aurez des tests de sélection. On peut pas vous dire ce que c'est parce que voilà. Faut pas que vous puissiez trop vous préparer. Exactement. Mais voilà, vous entrez dans une unité opérationnelle, ce qui sous-entend que on va attendre de vous une certaine rigueur et une certaine exigence, quoi. Hein. Donc je m'entraîne à fond au sport. Mais moi, je suis déjà sportive, donc c'est pas un vrai sujet en fait. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je me prépare. Je fais pas mal de Cooper. Comme je reprends à peu près les tests de sélection qu'on a vus pour entrer dans la police et je cours. Et en fait, quand j'arrive au raid, donc effectivement il y a des épreuves sportives. Alors les tests sont bien faits puisque les épreuves sportives sont aussi faites en fonction de la spécialité pour laquelle vous postulez. On ne va pas demander la même chose à un opérateur voilà, qu'à un négociateur. Il faut quand même faut être logique. Donc les tests sont assez bien faits de ce côté-là parce qu'ils sont vraiment centrés sur le métier. D'accord. Donc c'est des tests peut-être de mise en situation. Voilà, il y a quand même des minima. Ouais. Donc il va y avoir le tour de base qui fait à peu près 8 km qu'il faut faire en moins de 40 minutes, sinon c'est éliminatoire. Il y a des tests de résistance au stress qui vont être essentiellement faits par les psys et sur papier. Sur papier, de résistance au stress. Exactement, parce qu'en fait c'est une quantité d'exercices énorme en très peu de temps. Exactement, voilà. Et en fait on joue contre la montre avec des tests d'observation, etc. Ça va très très vite. On a des tests de cran, on a des tests, moi je me rappelle que je vais déambuler aussi dans des espèces de souterrains. Donc au départ d'un circuit, en fait on me bande les yeux, on m'occulte donc la vue, on me met un casque, du coup j'entends pas grand chose. On me bouche le nez, donc je peux respirer que par la bouche. Donc déjà, c'est hyper désagréable comme sensation, parce que voilà, on régule un peu moins, en fait, on contrôle un peu moins sa respiration. Donc on a le cœur qui s'accélère un peu plus que la moyenne. Là, on te donne plein d'informations dès le départ que tu es censé conserver et restituer à la fin du parcours. Et là, on te fait déambuler dans ce que moi je perçois être un espèce de tunnel hyper froid. Je vois rien, j'ai juste une ligne de vie que je dois tenir. Et à laquelle je dois m'accrocher pour aller jusqu'au bout du parcours. J'entends des chiens, on me lance un chien muselé, mais je sens l'impact en fait du chien sur moi. J'entends des coups de feu, donc il y a des coups de feu qui sont tirés. Je ne sais pas si c'est dans ma direction, mais c'est très proche de moi. Et j'entends des gens qui hurlent autour de moi et on me demande de continuer d'avancer. Donc voilà, on a des tests comme ça. Puis à la sortie du parcours, voilà, tu vois la lumière et là on te dit on t'a donné des informations au départ, tu dois nous donner ce que c'est. Donc voilà qu'on restitue. Il y a une épreuve en piscine, une épreuve en lac en fait, un lac en pleine nuit où c'est pareil, on te fait avancer et plonger dans un lac pour aller récupérer quelque chose. Donc tu as des plongeurs qui sont déjà sous l'eau et dans une eau qui t'attendent, qui n'est pas très froide, je suppose. Parce que là aussi on est dans le 77, donc forcément, voilà. Et puis tu as pas mal de mise en situation, puisque l'idée c'est d'aller chercher une posture. Alors les tests sont bien faits, d'ailleurs c'est comme ça ensuite que j'ai mis en place mes futurs recrutements, c'est-à-dire on va chercher des gens qui ont la capacité assez naturelle à communiquer. On n'attend pas des techniciens, donc moi j'avais pas de technique de négo, donc on est venu chercher chez moi un comportement, une posture sur différentes situations. Donc où j'ai été mise en situation, j'ai été testée sur une prise d'otage, sur des individus forcenés, et voilà, on a testé ma capacité d'écoute, mon comportement, mes réactions. Et voilà. Et puis après on a pas mal d'entretiens avec des psys. D'accord. Ça c'est peut-être la partie la plus éprouvante finalement, parce que là on va chercher voilà, au fond tes motivations, qui t'es, est-ce que tu as conscience que tu es une femme dans un milieu d'hommes, parce qu'il y a 99% d'hommes, donc voilà, et comment tu vas tirer ton épingle du jeu, comment tu vas te comporter. Juste pour revenir, tu parlais de tests de cran, c'est quoi un test de cran ? C'est quand il fait nuit, quand tu rentres dans un lac et tu sais pas ce qu'il y a au fond du lac, et en plus tu as un casque de moto sur la tête, tu sais pas trop comment tu vas te comporter. D'accord. Donc voilà, tu es testé un peu comme ça. Ok, alors c'était du cran. Et justement, donc tu le disais très bien, le psychologue te dit voilà, tu rentres dans une unité où il y a très peu de femmes. À ce moment-là, tu es la seule femme à passer le test ? Non, on est 7 à passer le test. 7 femmes ? Oui, on est 7 femmes. Et est-ce que déjà à ce moment-là, il y a des femmes qui sont négociatrices ? Oui, il y en a une. Il y a la première, en fait, Nathalie, qui passe le concours en fait, de commissaire de police au moment où moi D'ailleurs, il recrute, il y a 2 départs
sur cette année-là. Laurent qui s'en va et Nathalie, et en fait ils font des tests de sélection pour compenser l'heure de départ. D'accord, ok. Que le gars t'avertit voilà, que c'est un milieu masculin, entre guillemets. Ils font même plus que ça, c'est-à-dire que quand j'arrive, ils me disent qu'ils pensent qu'ils ne prendront pas de femmes sur ce poste-là, ce qui est quand même assez extraordinaire en fait. Parce que, bon, alors, sur un plan légal, c'est totalement discriminatoire, donc ils ne peuvent pas ne pas recruter de femmes, donc c'est pour ça aussi qu'ils les acceptent à passer les tests. Oui, mais bon, après ça, mais ils te c'est respecté ou pas. Voilà, ils te disent quand même que voilà, c'est un groupe d'officiers, qu'on est dans une unité dure, etc., et qu'ils n'ont pas l'intention de prendre une femme. Bon, donc voilà, les choses sont dites. Ouais, ok. Bon, je l'entends, mais je ne le valide pas plus que ça, puisque je suis là... Voilà, je passe les sélections, donc voilà, le fait est que... Tu t'en fous, quoi. Bah oui, c'est un peu comme une compétition sportive, en fait. Hein, t'y vas pas pour rester sur le banc de touche, donc t'y vas, et puis tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre une fois de plus, quoi. Donc j'y vais. Et puis, pas de regret, quoi. Voilà. Ouais. J'y vais et je fais ce que j'ai à faire. Et voilà. Ok, donc tu ressors de là, à mon avis, t'es lessivé, clairement. Alors je ressors... C'est quoi, c'est une journée, c'est une semaine? C'est une semaine. Ouais, d'accord. C'est une semaine. Je suis lessivée, alors pas par les épreuves sportives, parce que, je m'étais préparée, et puis comme je suis plutôt compétitrice dans l'âme, donc voilà, c'était un beau challenge, donc voilà, ça m'a plutôt... je trouvais ça sympa. Ce qui est éprouvant, c'est les entretiens avec le jury, parce que ça, c'est hyper impressionnant. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 avec les 3 chefs du raid. Les questions s'enchaînent. Les questions s'enchaînent. C'est que des opérationnels, c'est que des hommes qui te testent, qui savent que tu es une femme et que c'est compliqué dans ce milieu-là. Donc, ils vont vraiment aller te titiller pour savoir à qui ils ont affaire. Mais c'est pas forcément plus éprouvant que les tests psy. Et voilà, où on te demande est-ce que tu prends conscience de où tu mets les pieds. Voilà, en tant que femme. Donc, je suis assez surprise en fait qu'on insiste sur ce sujet parce qu'au départ c'est pas un sujet pour moi en fait. Ouais. Moi je veux faire ce job, donc homme-femme peu importe quoi. Est-ce qu'il y a des métiers d'hommes, de femmes, je sais pas. Moi je pense qu'il y a le métier pour celui pour lequel on est fait en fait. Des hommes ou des métiers dans lesquels on va trouver plus d'hommes, plus de femmes. Ça veut pas pour autant dire que ce sont des métiers réservés ou qu'aux hommes ou qu'aux femmes. Donc bon voilà, je suis un peu surprise qu'on insiste lourdement là-dessus en fait. Ça aurait même pour effet de m'agacer un peu. Mais peu importe, voilà, c'est le jeu, je vais au bout. Ouais. Alors du coup, donc, tu es prise tout de suite ou est-ce que c'est un échec cette première Non, session? je ne suis pas retenue, en D'accord. fait. Un autre candidat est retenu. Donc je retourne voilà, dans mon service. Et puis je tire un trait, en fait, mais c'est ah ouais, je tire un trait, c'est fini. C'est compliqué, quoi. Je me dis, ça n'a pas fonctionné là. Je ne sais pas forcément pourquoi. T'as pas de retour, donc j'appelle pour savoir, pas. On me dit non, mais qu'on a retenu un candidat. D'accord. Et puis, ouais. Et 6 mois après, je suis recontactée par le RAID. Et là, on me dit, écoute, venez passer un test supplémentaire. Et donc là, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois passer les tests supplémentaires. Et donc, en fait, on me demande de refaire un test psy. Donc, je passe devant un autre psy. La première fois, j'avais eu une psy. Là, je passe devant un psy avec lequel je reste un peu plus d'1h30. Enfin, vous voyez, quasiment 1h30. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. J'ai été rappelée, personne ne me dit rien à ce moment-là. Et on me dit, bon, on vous tient au courant, en gros. Et en fait, je reçois un coup de fil et on me dit, vous êtes retenu pour le poste. Et vous commencez là, en fait, la semaine prochaine. D'accord. Et là, je tombe de l'armoire, je dis, c'est quoi ce truc? Donc 6 mois après, comme ça, juste un test et boum, allez, c'est parti. Et là, c'est la surprise, c'est l'incompréhension. Et en plus, alors moi, je suis recrutée pendant les événements AZF, pardon. AZF. Je vois personne, c'est-à-dire que je vois pas les gens de la cellule négo, parce qu'ils sont tous sur le terrain. Et je sais que je vais rentrer au RAID et j'ai pas de contact. En fait, je trouve ça hyper surprenant. Ouais. Et c'est le fameux Fanfan qui m'avait invité à passer les tests qui me dit voilà, et là vous allez venir. Maintenant il faut qu'on vous fasse détacher de votre service. Ouais. Et donc je bénéficie d'un article qui me permet d'intégrer le service très très rapidement. Dans l'intérêt du service, en fait, dans l'intérêt du service qui me recrute. C'est pour ça que mon chef de service me laisse facilement partir, parce qu'il n'a pas trop le choix.
Et donc voilà, je me retrouve du jour au lendemain au RAID. Super. Et donc là, je suis quand même accueillie par mon chef de groupe, Christophe, et puis les deux Christophe, le Christophe, mon chef de groupe, et puis l'autre Christophe qui sera le psychologue opérationnel de l'unité, qui deviendra mon binôme pendant toutes ces années. Et donc, voilà, ils m'expliquent qu'ils ne vont pas pouvoir me prendre en compte tout de suite parce qu'ils sont sur AZF, mais voilà, que j'ai accès à toute la base de données, à tous les dossiers, et qu'il faut que je m'immerge dans le service, que j'aille dans tous les étages, que je fasse connaissance avec tout le monde, etc. Et voilà, c'est le début d'une grande aventure. Et en fait, je tombe en consultant les archives, les données, je tombe sur mon dossier, en fait. Ah. Mon dossier administratif. Et en fait, je m'aperçois, alors je vois les sélections, je vois les notes, je vois les appréciations, etc. Et je vois de très très belles appréciations sur mon sujet. Ouais. Et en fait, je m'aperçois que j'étais la première candidate, mais voilà, on avait fait le choix de prendre un autre candidat. Et ce candidat-là, en fait, fait le choix de ne pas rester au bout de 6 mois. D'accord. Et pour mon plus grand plaisir, puisqu'on me rappelle du coup. Petite dédicace. Hein, oui, voilà. Et du coup, bon voilà, ça c'est assez extraordinaire parce que je vais y faire la carrière qui a été la mienne pendant 13 ans. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu apprends? Alors sans vouloir révéler des secrets bien sûr, mais globalement, donc pour être négociateur dans le monde civil, je dirais, bon bah t'as des masters, t'as des diplômes, des formations, il y a plein de choses. Ça se passe comment globalement en revanche au RAID? Alors quand on est au RAID, alors moi j'ai intégré le RAID en 2004. Donc à l'époque la formation n'était pas franco-française, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout nos propres formateurs. Et donc on avait des pôles de formation, il y en avait un au FBI, un à Scotland Yard et puis en Afrique du Sud. D'accord, donc ils vous envoyaient à l'étranger pour voilà. apprendre. En tout cas pour une partie des modules, en tout cas pour avoir la certification. Donc moi j'ai eu la chance de partir en Afrique du Sud et en Angleterre. Et ensuite, j'ai tout le vernis, tout m'a été apporté par le psychologue de l'unité, puisque j'ai été formée en psychologie, psychiatrie criminelle, parce qu'un tiers de nos interventions concernent des gens qui potentiellement ont une maladie mentale. Un tiers, tu disais? Un tiers, ouais, c'est pas tant que ça hein, finalement, mais un tiers, bon, 1 sur 3, c'est quand même pas mal déjà. Mais c'est pas systématique, voilà, parce que les gens pensent que dès qu'on est face à un individu retranché, un forcené, il est forcément malade, ce qui est loin d'être le cas. Mais voilà, donc c'était important d'apprendre justement de ces personnes difficiles, ou en tout cas très très complexes, sur un plan psy, non pas parce qu'on allait faire de la thérapie avec eux, parce que ce ne sont pas nos patients, ce sont des gens qui sont en situation criminels et qui justifient la présence de la police, mais parce que ça peut être intéressant de savoir à qui on a affaire pour savoir ce qu'il convient de ne pas faire dans ces situations-là. Sachant qu'on est, en tout cas à mon époque, on était systématiquement accompagné par un psy, donc qui pouvait largement nous orienter sur potentiellement le type de pathologie en face de laquelle on était susceptible de se trouver. Avant de revenir sur justement cet accompagnement avec un psy, parce qu'effectivement c'est une découverte, je ne savais pas que vous travailliez à 2 en fait par exemple. Juste cette formation à l'international, ça sert à quoi? C'est un stage pour aller faire coucou? Non, alors tu restes une journée ou alors ça c'est un stage de 3 semaines et pendant lequel tu apprends tous les modules de négociation en fait. C'est-à-dire que tu pars des fondamentaux jusqu'à la réalisation d'une négociation complexe où là tu vas voir les techniques, la posture, tout l'aspect de la communication, mais essentiellement les techniques et de la mise en pratique, et ensuite tu es validé par des examens. D'accord. Et donc, est-ce que en fonction des services dans lesquels tu vas, par exemple en Afrique du Sud, c'est l'équivalent du RAID sud-africain dans lequel tu vas? Alors là, c'était la Task Force. Ouais. Alors c'était un peu plus compliqué, parce que en fait moi j'ai travaillé avec l'unité d'intervention et l'unité des négociateurs, parce que contrairement à la France, eux, notamment dans quasiment tous les pays anglo-saxons, ils sont pas des unités, voilà, qui elles travaillent ensemble de fait, mais elles sont plus en concurrence qu'en collaboration. D'accord. Donc voilà, moi j'ai surtout travaillé avec les négociateurs. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai été rappelée après par ces mêmes négociateurs pour présenter le modèle français, parce qu'on sentait bien qu'ils avaient besoin ou envie en tout cas d'une intégration dans leurs unités un peu à la française, parce qu'ils se rendaient compte que concurrence. Ça peut nuire aux interventions, bien sûr, très clairement. C'est ce qui fait la force du RAID d'ailleurs. Alors on va y revenir. Et qu'est-ce que tu apprends par exemple au FBI? Parce que alors je vais te citer ça, tu vas rigoler, mais il y a une série justement sur
un jeune policier, je crois dans les années 80-70, qui justement participe à la création, je dirais, d'un inventaire psychologique des détraqués, et qui va interviewer un petit peu tous ces personnages dans des prisons, et qui commence en fait à créer un service de criminologie, non, de comment ça s'appelle, de tueurs en série, bon, j'ai plus le nom, mais en gros, donc juste ma question est la suivante, c'est est-ce que c'est le FBI qui a en premier travaillé sur la psychologie des tueurs en série? Oui, alors ce sont les anglo-saxons de manière assez générale, effectivement, Ouais. qui ont mis en place ce référentiel que l'on est venu emprunter et sur lequel on est venu se former. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une base commune à toutes ces négociations. Donc c'est pour ça que c'était assez simple finalement d'aller se former chez eux. Après, c'est plutôt la philosophie, la façon dont on allait utiliser nos techniques a un peu changé, et des raisons pour lesquelles de 2004 à 2006 on a créé notre propre référentiel parce que français Ouais. parce que il était en miroir avec ce qu'on avait l'habitude de rencontrer sur le terrain, Oui, et qu'on s'est rendu culture française. avec la culture française. Ouais. Voilà, on n'a pas du tout la même culture anglo-saxonne, et Bien de sûr. fait, quand bien même les techniques sont exactement les mêmes, la façon de les mettre en place, ou en tout cas la perception qu'on a des interventions ou de nos interlocuteurs, n'est pas forcément la même que dans nos pays, nos voisins anglo-saxons. Donc on a ensuite vraiment mis en place une formation forte de ce que l'on avait nous rencontré sur le terrain, pour pouvoir se caler au mieux et répondre au plus près de nos préoccupations. Voilà. Et aujourd'hui, on a tous ceux qui sont recrutés pour devenir négociateurs sont formés selon le référentiel de nos métiers, qui sont d'ailleurs aujourd'hui référencés comme métiers à part entière, parce qu'aujourd'hui on diplôme nos propres experts, enfin nos propres négociateurs, du diplôme de négociateur de crise criminelle, et puis d'experts ensuite par la suite. Et voilà, donc moi j'ai fait ce premier module de formation à l'étranger, et ensuite j'ai fait toute la psychologie psychiatrie criminelle au sein de l'unité. Et puis j'ai énormément travaillé avec les deux Christophe sur les différentes matières. C'est combien ce temps de formation? C'est 6 mois. 6 mois, 6 mois. C'est sur 6 mois. Et puis ensuite, j'ai acquis des modules complémentaires pour venir parfaire ma formation. Donc moi j'ai fait de la programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle, de l'approche narrative, de la systémie. La PNL, c'est quelque chose de vraiment scientifique. Enfin, personnellement, j'ai pas une bonne image de la PNL. Alors peut-être parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelait La PNL pour les nuls. Et ça m'a semblé à la limite de l'ésotérisme un peu. Enfin, alors tout dépend de ce que l'on va utiliser dans la PNL. Tu vois, typiquement, on est sur beaucoup en fait des états du moi, comme l'analyse transactionnelle, de la perception, de l'image, de la synchronisation. Alors c'est vrai qu'on va travailler beaucoup par représentation, par image, qui va très bien marcher avec certains, pas du tout avec d'autres. Mais non, ce sont des outils qui fonctionnent plutôt bien. D'accord. Okay. Ouais. Non, après, on n'utilise pas tout. Ouais. On utilise vraiment les outils ou les techniques qui sont le plus pertinentes et avec lesquelles aussi on est le plus à l'aise. Ouais, donc on vous fournit une boîte à outils, après c'est à vous de... Exactement. D'accord, donc le module sur la PNL, tu disais l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, les états du moi, notre positionnement. On travaille beaucoup, en tout cas dans nos interventions, sur ce qui se passe ici et maintenant, contrairement à d'autres négociations où nous c'est du one shot, c'est-à-dire que les individus avec lesquels on va rentrer en contact, on a peu de chances de les retrouver le lendemain, où on ne peut pas faire un stop en se disant on remet cette discussion à demain, c'est pas possible. Donc on a cette boîte à outils qui nous permet de travailler sur le ici et maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un individu fait ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait, et puis comment moi je peux l'aider à sortir de cette situation en mettant en place une solution négociée et pacifique. C'est le job du négociateur. Donc là, plus on a d'outils et plus on est susceptible, en tout cas, de trouver l'outil ou la technique qui va être pertinente pour l'instant. D'accord. Alors du coup, tu fais cette formation. Alors entre autres, parce qu'il y a ces formations-là, et puis aussi on a ce qui nous a beaucoup aidé, enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les présentations de patients, notamment à l'I3P, où là tu as la chance de pouvoir assister à des auditions faites par des médecins
auprès de patients qui ont une certaine pathologie. Ça nous permet de voir le comportement de ces gens de certaines pathologies qu'on est susceptible, nous, de retrouver sur le terrain. Donc, par exemple, un schizophrène, tu vas avoir la possibilité de voir une vidéo d'un médecin qui parle avec un schizophrène, c'est plus ça? Que ça, moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire en direct, en fait, d'assister, au même titre que d'autres médecins ou d'autres psychologues, à l'entretien d'un médecin avec son patient. Donc on est dans une salle, ça suppose l'accord du patient, parce qu'on lui demande toujours s'il accepte que cet entretien soit fait devant un certain public de gens dont c'est le métier, qui sont là pour apprendre, parce que ce sont des stagiaires en médecine, en psychologie, etc. Donc nous, notre positionnement, il est très, 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 très atypique. Mais on le fait parce que, voilà, dans le cadre de nos interventions, ça peut être important aussi qu'on soit sensibilisé à l'approche. Alors, c'est quoi tu disais, donc il y a un tiers des interventions, ce sont des pathologies, des maladies. Qu'est-ce qu'on voit le plus souvent? De schizophrène ou de paranoïaque. D'accord, donc schizophrène, c'est quand les gens ont un dédoublement de personnalité, c'est ça? Non, alors que ce soit le schizophrène ou la paranoïa, ce sont vraiment des maladies psychopathologiques très très graves qui viennent vraiment altérer les discernements et pour lesquels il y a très souvent, même très systématiquement, un délire. Alors il est construit chez le parano, il est totalement décousu chez le schizophrène, mais voilà, c'est des gens qui ont une rupture avec le réel. D'accord, donc ils vivent un peu dans un autre monde, avec des personnages. En tout cas, ils se sont fait une représentation de leur monde, voilà, dans lequel ils peuvent voir, sentir, entendre des choses différemment de vous. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des hallucinations olfactives ou même tactiles ou auditives. D'accord, donc entendre des voix aussi. Oui, beaucoup. Alors du coup, je me demandais, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais est-ce qu'on peut reconnaître un schizophrène un peu par le regard? Ou rien à voir? Alors, il faut savoir qu'1% de la population française est schizophrène. 1%? Oui, donc c'est une population c'est énorme, qui se tient bien quand elle est médiquée. En fait, quand elle est sous médication, on n'a pas de problème avec les schizophrènes. On a des problèmes quand ils sont en crise parce que la plupart du temps, ils ont arrêté leur traitement. C'est un peu le choc qui se marque, c'est-à-dire que ils sont médiqués, donc ils prennent un traitement, ils vont bien. Quand ils vont bien, ils pensent qu'ils vont mieux, qu'ils n'ont plus besoin du traitement, ils arrêtent le traitement. Et là, quelques temps après, 24, 48 heures, ça se passe moins bien. Et donc ils sont en crise et nous on les récupère potentiellement quand ils sont en crise. Sinon on n'a pas de souci particulier avec la population schizophrène. Donc c'est parce qu'ils ont arrêté leur traitement qu'ils sont en crise et c'est parce qu'ils sont en crise qu'on les récupère. Ils ont ce regard très 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 particulier. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont vous dire que vous êtes en face d'un schizophrène en fonction de ce qu'il va dire, de comment il va le dire. Il y a un langage verbal qui va nous indiquer qu'on est en face d'un schizophrène. Mais c'est vrai que quand on a l'opportunité de le voir, ce n'est pas souvent le cas, il a un regard qui ne trompe pas. D'accord. D'ailleurs, je me souviens d'une affaire que j'ai eue il y a quelques temps. J'avais eu le médecin et elle m'avait dit, vous verrez, si vous le voyez, vous serez impressionné par son regard. Parce que le médecin connaissait la personne... En fait, on a un schizophrène qui était en crise, qui s'est retranché, et notre médecin a appelé le médecin de cette personne et qui nous a effectivement donné quelques indications sur comment il est, sur son traitement, etc., pour qu'on y voit un peu plus clair. Et effectivement, quand on l'a récupéré... J'ai été un peu saisie par ce regard parce que c'est un regard comment? C'est quelque chose, ça me met mal à l'aise. C'est un regard très très fixe en fait. Ok, c'est-à-dire qu'il cligne pas des yeux. Non, surtout il est figé sur vous, comme s'il a. D'accord. Voilà, comme s'il voyait que vous dans son champ. Okay. C'est impressionnant. Ça peut être déroutant effectivement. Ouais, ça peut être déroutant effectivement. Ok, ça marche. Bon, tu disais aussi des paranoïaque, parano. Alors là, le parano. C'est quoi? Alors l'individu paranoïaque, c'est probablement celui qui va nous demander le plus de jus,
plus d'énergie, parce que il est construit pour durer. En fait, c'est la vision du monde des individus paranoïaques, c'est que le monde entier veut leur nuire, veut les nuire, et donc et que toutes les intentions sont dirigées contre eux. Donc, de manière assez générale, c'est quelqu'un qui va être méfiant. Et parce qu'il est méfiant, il va tout anticiper. Donc, il va vous tester. Sauf que là on est toujours sur une pathologie. On n'est pas sur, oui, on est sur une vraie pathologie. Et donc là, c'est des gens qui vont aller au bout du bout, qui vont être prompts à l'attaque, qui vont être plutôt querelleurs, qui vont être particulièrement procéduriers. C'est des gens, alors là, pour le coup, qui s'intéressent beaucoup aux institutions, qui connaissent les lois et les règlements par cœur, le droit, voilà. D'ailleurs, ils ont beaucoup de respect pour ça, très souvent. C'est quelque chose qu'ils comprennent, en tout cas, qu'ils entendent. Mais c'est des gens qui vont remettre systématiquement votre parole en doute. Donc, d'ailleurs, si vous avez réponse à tout, c'est que vous faites probablement partie du complot qui est en train de se monter contre lui. Donc, c'est très énergivore. Ouais. En revanche, on ne peut pas passer de complotiste à paranoïaque. On ne peut pas développer cette maladie. Est-ce que les complotistes ont une petite personnalité paranoïaque? Peut-être, c'est pas. Okay. Donc oui, il y a donc effectivement des pathologies où c'est pas un simple pétage de câble suite à un enchaînement de choses. Là, c'est vraiment malgré la personne, c'est c'est dans la construction. Depuis alors qu'elle est née, en fait. Après, non, ça se développe. Ça se développe aussi. La paranoïa, ça se développe, comme la schizophrénie d'ailleurs. Mais bien souvent, il y a quand même un élément qui va déclencher une crise. C'est-à-dire que là j'ai en tête une affaire de quelqu'un qui avait probablement une de mes affaires les plus dures d'ailleurs, parce que j'ai négocié pendant 16 heures sur cette affaire-là. 16 heures 16 heures, mon premier contact a duré 10 heures, ça veut dire qu'au moment où j'ai décroché, ou qu'il a décroché, on est resté 10 heures sans raccrocher, voilà. Et c'est quelqu'un qui avait un différend avec ses voisins, parce que ses voisins avaient construit un mur de clôture qui était passé de moins d'1 centimètre sur son terrain. Donc c'est pour vous dire la rigueur du parano, c'est que qui va se rendre compte que le mur de clôture dépasse d'1 centimètre sur son terrain. Bon, bah lui, clairement. Okay. Et donc ça déjà, ça te met sur déjà, sur ça donne une petite indication quand même. Ouais. Et puis donc lui, il a été en procès pendant des années avec ses voisins pour faire exploser le mur. Ouais. Et puis de procès en procès, sa femme est partie, il a perdu son emploi, et puis sa maison a fini par être mise en adjudication. Et donc, comme en France on fait les choses bien, on lui a envoyé un courrier pour lui dire que tel jour à telle heure il serait expulsé, sauf qu'il n'en entendait pas de cette façon, et donc il s'est retranché, et puis il s'est préparé à son propre siège. Alors, c'est-à-dire c'est qu'il avait décidé qu'il ne quitterait pas sa maison. Donc il a bloqué sa porte avec des étais en bois. Quand les huissiers sont arrivés, il les a accueillis avec des petites bombinettes artisanales qu'il avait fait. Donc il avait vidé des boules, il avait mis de la poudre noire, des clous, une mèche-lente, et quand les policiers, les huissiers étaient venus, il les avait accueillis avec ça. D'accord, donc il s'est fait ses grenades en fait. Voilà, il s'est fait ses petites bombinettes artisanales, et puis voilà, quand les collègues ont été accueillis comme ça, ils ont appelé le raid, voilà. Ouais. Et puis là, c'était parti pour 16 heures de siège. D'accord, et premier contact. Alors déjà, toi, quand tu arrives sur place, tu es toujours avec un psychologue, c'est ça? Oui. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque où j'y étais, on essayait d'être 2 négociateurs et un psychologue au contact. D'accord. Parce qu'on a toujours un négociateur numéro 1 qui s'engage et qui parle, et puis un deuxième qui est en renfort. Et le psy qui va être aussi en renfort du numéro 1, puisque c'est ensemble qu'on travaille, qu'on réfléchit, qu'on pense, qu'on élabore nos stratégies, qu'on met en place nos objectifs, qui sont portés par un seul, mais qui sont qui sont portés par le groupe et véhiculés par un, puisqu'il n'y en a qu'un qui parle. Donc voilà, je me déplace avec mon groupe, avec le groupe Négo, et heureusement d'ailleurs, parce que 16 heures c'est long. Ouais. 16 heures c'est long, il faut de la ressource, il faut être alimenté en permanence. D'ailleurs, on va énormément travailler. Je vais même faire intervenir ma meilleure amie qui est avocate sur ce cas-là, parce qu'il va me parler de son dossier juridique et il va me tester pour voir si je sais de quoi je parle et si surtout je suis en capacité de l'aider. D'accord. Donc il me teste et je fais intervenir mon ami pour lui dire: écoute, j'ai un dossier comme ça, est-ce qu'il y a des choses que tu peux vérifier pour moi, est-ce que tu peux m'aiguiller sur certains trucs?
Je me souviens d'une chose qu'il va me dire. Il va me dire, toi, tu es un petit peu moins con que les autres. Tu comprends facilement ce que je suis en train de te dire. D'accord. Et je dis, il est extraordinaire parce qu'au demeurant, il est pas si désagréable que ça. En fait, il est juste arc-bouté sur ses positions. Il en entend aucune autre. Et le monde est contre lui. Voilà, on veut le chasser de sa propre maison. Alors, il n'est pas suicidaire, mais il est prêt à mourir au combat si on essaie de venir le chercher. Voilà. Donc voilà, il aura même cette phrase à un moment donné. Il va me dire, tu sais, dans d'autres circonstances, je t'aurais bien invité à boire une petite glute. Et je lui dis, une quoi ? Il me dit, une glute, une bière, mais t'as quel âge, toi ? Et il me sort ça comme ça. D'accord. Alors, il me dit, alors pour toi, un petit chocolat. Donc, vous voyez, ça m'a fait sourire sur le moment, ça me fait encore sourire, parce que je me dis, c'est dingue, quoi. Oui, donc c'est pas parce que tu es en négociation que c'est que des phases de querellage, de violence verbale. Non, on a vraiment construit un lien, pour le coup, dans lequel il m'accepte et dans lequel on chemine. Donc, il se permet ça. Et c'est assez drôle, finalement, parce que voilà, c'est ce qui me fait dire. Je me dis à un moment donné, c'est pas un mauvais beau, quoi, que c'est juste. C'est juste qu'il a ce problème. Ouais, mais mental. il peut nous emmener loin, ceci étant, parce que. Il a déjà balancé 2 bombes artisanales. Oui, donc il faut pas se tromper, faut pas, voilà, quand bien même on a réussi à mettre un contact en place, il a l'air de m'accepter, etc. Voilà, attention, faut jamais croire qu'on a sympathisé, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc il faut chacun sa place. Ouais. Chacun sa place, et le rapport de confiance, il faut le mettre entre guillemets. Ouais. Et 10 heures au téléphone, non-stop. Ouais, 10 heures, je ne me rends pas compte, moi. J'ai un de mes collègues, Stéphane, qui m'apporte un café et qui me dit, il faut que tu fasses une pause, Et je lui dis, je ne veux pas de ton café. Je me rappelle encore. Et il me dit, je ne fais pas de pause parce que j'ai pas le temps de faire de pause. Et d'ailleurs... Et parce que lui, pendant ces 10 heures, il déblatère tout le temps, oui, il parle tout le temps. Lui, il est au taquet. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est lui qui propose la pause. D'accord. Et il me dit, comme ça, avec un naturel, un aplomb, c'est aussi ce qui le caractérise, il me dit, dis donc, t'as pas envie d'aller pisser ? Il me dit ça comme ça. Je dis, maintenant que vous le dites. Il dit, écoute, fais ta pause, va pisser, tu dis à tes gars d'aller pisser. C'est vraiment, entre guillemets, je dis ce qu'il dit, hein. Et puis tu me rappelles. Et c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va faire une pause, tout le monde va faire une pause, et on va le rappeler. Donc il y a une pause pipi au bout de 10 heures, je pense que c'est appréciable. Et alors du coup, comment tu avances dans cette négo ? Donc pendant 10 heures, tu vas établir un lien, tu vois qu'il t'établit une proximité, tu montres toi une certaine crédibilité auprès de lui en te renseignant sur des points juridiques. C'est ça qu'il m'accepte. Voilà. Alors après, dans les 6 dernières heures, qu'est-ce qui se passe ? Sauf que quand il fait ça, il est malin, le parano. Donc il vous emmène loin, très très loin, là où il veut en fait. Et c'est le risque aussi avec des négociateurs non avisés ou débutants, c'est-à-dire que c'est bien de rentrer dans la problématique, c'est bien d'avancer sur le terrain de l'individu parce qu'il faut créer du lien, donc évidemment il faut prendre le temps qu'il faut, sauf que comme il est très mal à l'aise avec les émotions, il va bien se garder de nous emmener sur ce terrain-là, donc il nous emmène partout sauf là où il y a le sujet, à un point qu'on peut se demander au fait pourquoi est-ce qu'on est là, donc il faut savoir le recentrer et revenir au fait de départ. Donc les 6 dernières heures, c'est que dans ma propre unité, mon chef de service commence à trouver le temps long. Oui, parce qu'en attendant, il y a toute une équipe d'intervention qui est là qui aussi attend. Et qui attend. Qui est postée, qui est en poste, qui ne bouge pas. Il faut s'imaginer l'équipement d'un... Ouais, ça pèse combien une quarantaine de kilos. Voilà. Donc voilà, quand vous êtes 10 heures dans l'attente, ça peut commencer à faire long. Et donc là, il décide en fait de faire une seconde voie. Une seconde voie. Une seconde voie, c'est-à-dire que un de mes chefs de service décide de prendre le contact pour rompre un peu le nôtre, en pensant que c'est une bonne idée. Et le fait est que ça n'a pas fonctionné et qu'en fait l'individu va me dire de toute façon moi je me suis préparée donc je vous attends, venez me chercher en gros, et donc il va y avoir une tentative qui va être faite pour aller le récupérer, qui va avorter. Et en fait, quoi avorter ? C'est-à-dire que il a mis une telle énergie, il a mis un tel système pour bloquer sa maison qu'on n'y accède pas tout de suite. D'accord. Et donc là, et surtout, on prend beaucoup de risques. C'est-à-dire que lui, il avait 5 bonbonnes de gaz qu'il avait reliées entre elles, et plus une bonbonne d'oxygène acétylène. Et donc, il me le dit. Il me dit, moi, j'ai ça, et voilà comment il est mon système. Et donc, on a les pompiers de la sécurité civile qui sont avec nous, et on leur dit, mais
Il nous a expliqué qu'il avait ça comme système, et les pompiers nous disent s'il a vraiment ce système-là et qu'il le met en branle, il y aura des débris jusqu'à l'Élysée. Bon, on était en région parisienne, donc on a très bien compris l'allusion. Et là, on s'est dit, bon, ok, donc on décide qu'il faut maintenir la négociation, que c'est le meilleur point d'entrée. Donc ok, donc les pompiers te disent que te font comprendre que ok, s'il met son système en place, il va y avoir de gros dégâts dans le quartier. Ouais, donc on décide de reprendre le contact, sauf que reprendre le contact quand il y a une tentative d'assaut, c'est déjà beaucoup moins simple, en tout cas pour le négociateur. C'est Parce que pas... le gars, quand tu le rappelles, qu'est-ce qu'il te dit du coup? Il m'insulte. Ouais. Il m'insulte, et ce qui est marrant, c'est que alors quand il décroche, en fait, il attend pas que je parle. Et là, il insulte. En fait, il pense parler à mon chef de service. Et quand je lui dis, mais c'est Tatiana, il se calme tout de suite et il me dit, tu diras à ma mère que je l'aime, et il raccroche. Et là, je me dis, mince, on l'a perdu. Et en fait, je rappelle. Il décroche pas, et comme j'insiste, il finit par rappeler. Et donc là, il est assez virulent, en fait, il est en colère, mais pas tant contre moi. Il dit juste que voilà, c'est pas bien ce qu'on a fait, qu'on a essayé de l'interpeller, etc. Sauf que lui, entre-temps, nous a tiré dessus quand même. Ah, il avait une arme à feu oui, aussi. Oui, il a une arme à feu aussi, ouais, j'ai oublié de le préciser, mais oui, bien sûr, il a une arme à feu. Donc, et il tire sur vos collègues qui ont essayé de rentrer? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, il a même essayé de mettre son système en place, sauf que ça n'a pas fonctionné. Donc là, il voit aussi qu'il a peut-être un peu moins de chances d'aboutir, donc il est un peu plus prompt à la négociation. Et là, on reprend la négo. Mais on reprend la négo pour les 4 dernières heures, où là, je vais beaucoup l'aider en fait à ventiler, et je vais un peu plus rentrer dans la sphère émotionnelle, ce qui est un peu son tendon d'Achille. Mais je sens qu'à ce moment-là, il est prêt pour ça, et qu'il en a besoin surtout, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de colère, de ressentiment, de tristesse, parce que cette maison, il l'a construite de ses mains. Il y a vécu des moments heureux, il y a vécu avec sa femme, donc on sent que c'est douloureux pour lui de laisser sa maison. Et donc on va avoir un long moment où on va échanger ensemble, en fait. Et puis jusqu'à la reddition, en fait, où je vais l'accompagner doucement sur la sortie, parce que c'est difficile pour lui de se rendre. Donc comment c'est tu très fais difficile. pour justement, désolé, je te coupe, mais ce gars-là, en gros, c'est sa vie qui s'écroule en fait, Ouais, petit à petit, sa femme qui le quitte, etc. Plus d'argent, sa maison qui va être saisie, etc. Donc effectivement, il n'a rien à perdre. Donc il doit avoir effectivement une sorte de colère intérieure énorme. Mais comment tu fais justement pour... La colère, il faut qu'elle s'exprime, en fait. Donc une fois qu'elle est ventilée, si tu veux, elle laisse place à d'autres émotions, notamment à la tristesse, en fait. Ouais. Et en fait, c'est là-dessus qu'on travaille, parce que c'est là-dessus qu'on est beaucoup plus efficace, en fait, si on l'aide à passer le cap. Donc on l'accompagne. À exprimer, en gros, à exprimer, pourquoi il est mal. Pourquoi il est mal, on a une petite idée, mais surtout on l'aide à verbaliser, parce qu'il a probablement même jamais mis ses mots, en fait, en musique, jamais il en a parlé à qui que ce soit. C'est quelqu'un de solitaire aussi, donc il a gardé ça enfoui pour lui, et puis c'est la colère qui l'a fait tenir, qui l'a nourri. Donc quand il y a quelqu'un qui arrive et qui perce un peu ça, et puis qui le fait ventiler sur des émotions dont il a l'habitude de se protéger, il est un peu vulnérable, mais ce qui est un peu normal, en fait. On ne cherche pas cette vulnérabilité, pas du tout, mais c'est juste qu'on sent que c'est là-dessus qu'on peut l'aider, en fait, et qu'on doit l'accompagner. Et tu lui dis quoi, par exemple? Moi, j'accueille, en fait, ce qu'il me dit, et puis je l'invite à exprimer ce qu'il ressent. D'accord. Parce qu'il s'en protège. Et l'avantage d'exprimer ce qu'il ressent, c'est petit à petit aller vers une phase d'acceptation. On est vraiment un peu comme sur les phases d'un deuil, quelque part. Et quand on rentre un peu dans une phase d'acceptation, c'est qu'il a fini par se dire que, voilà au bout du bout où est-ce qu'il en est arrivé, jusqu'où ça l'a amené. Donc, moi, je l'accompagne doucement là-dessus. Je ne lui dis pas ni ce qu'il doit faire, ni comment il doit le penser. Je l'aide à verbaliser ce qu'il a au plus profond de lui, parce qu'il ne l'a probablement jamais fait avant, en fait. Mais le gars... donc, ok, tu le convaincs, mais le gars, forcément, il sait qu'il va partir en prison pour ce qu'il a fait. Oui, alors souvent, les gens ont besoin de ça aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour lui dire non, vous n'irez pas du tout en prison, tout va bien se passer à la sortie. C'est complètement faux. Voilà, et puis, par non seulement il le sait. Voilà. Alors,
Ça, c'est important parce que les gens le pensent parfois. D'accord. C'est pas ça le travail de la négo, c'est pas de la manip, c'est pas convaincre les gens, nous, on n'est pas là pour trouver des solutions. C'est pas nous qui allions trouver la solution à un problème avec lequel lui, il s'est débattu pendant 20 ans. C'est l'utopie de penser à un truc pareil. Moi, je le connais pas, je suis là depuis 16 heures, je vais pas lui dire j'ai la solution à votre problème, c'est faux. Donc, mais l'idée, c'est de les aider à percevoir le problème d'une autre manière que celui, que la façon dont eux, ils le perçoivent. C'est ouvrir le champ des possibles, en fait, c'est de réintroduire du choix. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est pas un problème, une solution, c'est un problème et différentes façons de le percevoir. Et quand on ouvre un peu cette perspective, ben on émet aussi, de fait, d'autres axes de solution. Et l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir d'autres champs des possibles pour que lui il trouve peut-être le point d'entrée qui lui convient et pas celui auquel il était convaincu, pas la direction dans laquelle il s'est convaincu d'aller. Donc c'est ça, et finalement moi je réussis à l'amener à la réédition parce qu'à un moment il me dit mais tu sais, je vais pas me rendre parce que cette maison je l'ai construite de mes mains et je vais mourir dans ma maison et il y aura des morts et quelque part tu seras responsable parce que tu vas pas empêcher tes gars d'intervenir. Et moi je lui dis à ce moment-là, je vais pas être responsable de quelque chose que vous avez prévu de faire vous. Je dis moi je suis pas responsable. Là les fonctionnaires ils vont rentrer parce qu'à un moment donné, oui on va être obligé de venir vous chercher, clairement, mais c'est leur travail que de le faire. Et si vous avez envie à ce moment-là de les engager, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Nous on est là pour faire un travail. Et là, j'ai un grand blanc, et il me dit, mais est-ce qu'il y a des pères de famille parmi les hommes du raid? Je dis, mais ils sont tous pères de famille. Enfin, je dis, ils sont tous pères de famille. La moyenne d'âge, c'est 40 ans au service. Donc, et là, il me dit, mais moi, j'ai perdu mon père, et je veux absolument pas faire d'orphelin. Voilà. Et en fait, il se rend là-dessus. D'accord. Alors c'est très dur pour lui, et là c'est pareil, j'essaie de le rassurer sur la sortie parce qu'il est terrorisé en fait, il a peur qu'on l'agresse, il a peur qu'on le brutalise, mais je lui explique en fait que si lui il est pas agressif et qu'il ne donne aucun signe d'agressivité, ou en tout cas qu'il laisse aucune place à l'interprétation, il n'y a aucune raison qu'il soit brutalisé. C'est pas dans les méthodes du raid, pas du tout. Et donc on convient de la façon dont on va le récupérer. Donc comme il faut préserver aussi un peu l'honneur de ces gens-là. Lui là, j'allais pas lui dire maintenant il faut se rendre, lever les mains en l'air, sortir à moitié nu. Bon voilà, ça c'est. Il y a un moment donné il faut. Donc je lui dis on va venir vous chercher parce que c'est difficile pour lui de sortir en fait. Mais là on met en place un code et notamment le fait que quand on va venir le chercher. Il devra opposer aucune résistance parce qu'il n'est pas question qu'on interprète un mauvais geste, une mauvaise réaction. Ouais. Et il se laisse interpeller. Donc il ouvre la porte en fait et il attend qu'on le récupère. Ok, les gars le récupèrent gentiment. Sans violence. Ah, pas sans violence, non, c'est une réédition. Hein. D'accord. C'est une réédition. Ok. Qu'est-ce qu'on se dit après 16 heures de négociation comme ça? On est lessivé. Ouais. Alors moi je suis encore sous le coup de l'adrénaline, donc je suis hyper excitée en fait. Donc j'aurai le coup de massue 2 jours après, parce que pour la petite histoire, on était sortis la nuit en fait. On était sortis la veille sur un gars qui avait fait une bouffée délirante, donc il était complètement halluciné. Et on va mettre 4 heures à le faire sortir. Et je rentre, il doit être 5 heures du matin. Et quand on est appelé sur cette affaire, il est 11 heures. Et là, on fait le tour du cadran. Donc ouais, j'ai le contre-coup après. Ouais. Ouais, donc il y a aussi une difficulté dans ce métier qui est de garder sa lucidité en tant que négociateur, malgré le manque de sommeil, la fatigue. Ouais. Et puis surtout, il faut faire reset, parce qu'il faut être dispo pour l'affaire d'après. Ouais, c'est ça, ne plus avoir l'autre cas en tête. Et passer l'autre cas, on n'a pas le temps de le débriefer en fait, parce que comme on est d'astreinte, c'est les mêmes qui sortent. Donc on est plutôt renvoyé chez nous pour se reposer, en se disant on fera le débrief dans l'après-midi, parce qu'on n'a pas le temps. Alors ça, c'est une opération, je dirais, qui a une fin heureuse. Ouais. Tu as déjà eu des opérations qui malheureusement ont eu des fins un peu plus tragiques, où malheureusement, malgré tous les efforts, on est obligé de passer à l'action et de neutraliser la personne? J'étais négociateur numéro 2 sur une affaire où on est en négociation. C'est un post-homicide en fait. L'individu a tué sa sœur et donc il se retranche. Donc c'est un individu qui est malade ou non? Non, c'est suite à une dispute.
D'accord. en fait, et dans la dispute, voilà, il tue sa sœur. Et donc là, c'est quelqu'un avec qui les négociations sont engagées. Et c'est très compliqué parce qu'il sait ce qu'il a fait, parce qu'il hésite entre la reddition et le suicide. Mais parce que voilà, il sait que c'est irréversible. Donc il est pas mûr pour la sortie du tout. Il a plein de choses à dire. Il a besoin de parler de ce qui s'est passé, un peu pas pour se dédouaner, hein, parce qu'il reconnaît l'avoir fait, il dit qu'il ne regrette pas. Il dit juste qu'il n'avait pas le choix, en fait. Et c'est quelqu'un qu'on a du mal un peu à stabiliser. Et puis, et au final, qu'on va devoir aller récupérer. Et au moment de l'assaut, en fait, il va se suicider. D'accord, avec une arme à feu. Ouais, avec l'arme avec laquelle il a tiré sur sa sœur. D'accord. Mm. Et, au bout d'un moment, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, avec le premier forcené dont on parlait, il disait non, je suis pas responsable de ça, c'est toi qui es responsable, mais est-ce que on peut être affecté, parce que ça va être dur quand même de faire la part des choses entre son métier et sa vie perso, et est-ce que ça peut amener à avoir des coups durs aussi parfois sur des choses comme ça Ah bah qui sont oui, pas prévues bien sûr, c'est toujours dommageable de perdre une vie, quelle qu'elle soit. Ouais. Donc on n'est jamais satisfait de ça. Une belle opération qui est réussie, c'est une opération où on ramène tout le monde. Évidemment, pas de bobo chez les otages, ni sur les opérationnels. On peut récupérer les auteurs très très bien. Et d'ailleurs, on est conditionné pour ça. Après, l'impossible n'est tenu. Quand c'est un choix délibéré des individus de ne pas se rendre, qui suppose ou qui incite un assaut, on connaît les risques. Et on sait ce que ça peut produire, un assaut. Mais c'est toujours dommageable. On n'est jamais satisfait d'une affaire où on a perdu quelqu'un, jamais. Et vous êtes suivi, vous aussi Oui, bien sûr, on est suivi par des psychologues opérationnels. D'accord. Tu as réalisé combien d'interventions à peu près dans ta carrière en fait? Alors, je n'ai jamais compté parce que souvent les gens me disent mais t'en as fait combien? Alors, je sais que j'avais plein de collègues qui ont compté, pas moi. Ouais. Moi j'ai appelé le chat noir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais d'alerte, il y avait un truc. Ça tombait tout le temps sur mes astreintes, à un point que les collègues disaient oh, c'est Tatiane qui est d'alerte, ouais les gars, on va pas sortir ce week-end parce que ça va sonner. Et c'est vrai, j'étais tout le temps de sortie, c'était incroyable. Donc je sais pas, en 13 ans, je les compte même plus, mais ouais, j'en ai eu beaucoup. D'accord. Plus les enlèvements à l'étranger. Enfin, ouais, alors parce justement, il n'y a pas que sur le territoire. C'est ça que je voulais parler. C'est ouais. que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que le RAID aussi parfois intervient à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi ces interventions à l'étranger? Pourquoi on fait appel à vous Alors, sans rentrer dans les gros détails, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la cellule interministérielle de négociation, qui est une cellule qui est mise à disposition du ministère des Affaires étrangères, qui mandate des négociateurs de plusieurs unités, il n'y a pas que le RAID, pour pouvoir apporter un appui opérationnel sur les négociations auprès des ambassades dans les pays dans lesquels nos ressortissants français sont enlevés. D'accord. Donc ça, c'est vraiment pour... ça concerne les Français. Ça concerne les Français à l'étranger, ouais. Et ça concerne la stratégie de négociation. Voilà. Donc on fait pas en fonction de la non-ingérence dans les pays, on fait pas d'intervention de police physique ouais. dans les pays. Donc on apporte vraiment un support aux négociations. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'une... Enfin, avant toute chose, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est donc un support. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez conseiller un négociateur local, ou est-ce que c'est vous qui, par exemple, pouvez avoir le lead sur une négociation par téléphone? Alors, la plupart du temps, on va conseiller un négociateur local. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est souvent dans la langue du pays. D'accord. Et en fonction du pays, on n'est pas polyglotte, hein, aucun d'entre nous. Demain peut-être, mais pas aujourd'hui. Donc on prend toujours un local pour faire ces négociations. Donc en revanche, on est complètement en assistance. C'est-à-dire qu'on va être au cœur. Soit on vient renforcer parce qu'il se débrouille très bien et que le ministère des Affaires étrangères a fait le souhait qu'on ait quand même un représentant français parce que l'otage est français, auquel cas on va assister. Soit on va effectivement orienter ou aider les négociateurs en place pour pouvoir récupérer nos otages. D'accord.
Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple, alors peut-être pas détaillé, enfin, ce que tu as le droit de dire et de ne pas dire, mais nous parler peut-être d'un cas, parce que je me demande, tu vois, par exemple, quelles vont être, je sais pas, les différences culturelles entre un négociateur, j'en sais rien, moi, chilien, mexicain, indien, et un négociateur français, tu vois, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, C'est ça la vraie difficulté en fait quand on part à l'étranger, c'est que nos stratégies et nos techniques de négo elles fonctionnent bien parce que elles s'adressent aussi à des gens du pays entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a nos us, nos coutumes, on a notre référentiel et que les gens comprennent. Quand vous êtes à l'étranger, on n'a pas tous le même rapport à la vie. Je vous donne un exemple, j'ai dû négocier pour 3 membres d'une ONG française qui ont été enlevés en Afghanistan. Bon, ben, clairement, on n'a pas le même référentiel. Et quand quelqu'un vous dit qu'il faut faire confiance à la parole donnée, bon, bah, très clairement, en France, jamais on le fait ça. Ça veut dire la parole donnée, ça ne veut rien dire pour nous, mais ça veut dire que si on consent à faire ça, il nous donne l'assurance qu'il va libérer nos otages sur le champ, il faut juste lui faire confiance. Et c'est exactement ça. Et là, vous dites, ah, ça, c'est pas possible. Et là, on vous dit, là, vous êtes en Afghanistan. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas sur place. Donc, dans les montagnes, vous n'irez jamais mettre des gens en filature surveillance, vous n'êtes pas chez vous ici. Donc, à un moment donné, il va falloir faire confiance aux gens qui savent comment ça fonctionne. D'accord. Et là, on n'a pas le choix. Et là, c'est une grosse remise en question. Et c'est bien passé cette histoire? Ouais, on s'est récupéré. Ok. Mais qu'est-ce que ça a été douloureux. Et voilà, parce qu'encore une fois, c'est pas... encore une fois, on n'est pas... spectateur, en fait. On est complètement acteur jusqu'à cet élément-là, où on nous dit, là, il faut faire confiance, il faut passer le relais, quoi. Oh, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y en a... il y en a qui sont un peu plus bourrins que les Français dans les stratégies de négociation? Bourrins, il y en a qui... C'est-à-dire, la négociation, pourquoi pas, mais on va plutôt d'abord essayer de zigouiller les oh bah oui, il y en a plein. Il y a plein de pays dans lesquels ça ne négocie pas. Hein. Ça ne négocie pas du tout? Oui, il y a plein de pays dans lesquels ça ne négocie pas. Sauf que quand vous avez des intérêts français en cause, et nous, notre objectif, c'est de récupérer nos otages. Hein, donc voilà, parfois, on n'a pas le choix que de négocier. Hein. Bah oui. Ouais. Mais bon, voilà, c'est le risque aussi quand ça arrive à l'étranger. Hein, c'est que là, pour le coup, vous n'avez pas le support de votre groupe. Ouais. Des pays à déconseiller? Il y a quelques-uns, oui. Allez sur le site du ministère. Exactement. Il est très bien fait. Voilà. Il est très bien fait. Moi, je me pose une question, je pense que nos auditeurs aussi, c'est tout ce côté, quand même, gestion du stress, parce que tu as un enjeu énorme qui est de sauver la vie de certaines personnes, et ça tient en partie à toi. Comment tu fais pour gérer ton stress dans des moments comme ça où il y a un fort enjeu derrière? Est-ce que c'est quoi? C'est une façon de voir le métier? Est-ce que c'est le fait que tu le pratiques depuis des années parce qu'au départ tu étais ultra stressé? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté-là? Alors je pense qu'on est dans un premier temps, ça tient aussi à notre personne. C'est-à-dire que on a des tests de sélection qui sont quand même assez rigoureux. Et les psys, ces tests, ils ne sont pas faits n'importe comment. On vient vraiment chercher quelque chose. Donc, je pense qu'on est tous recrutés, au moins pour ça, c'est-à-dire pour avoir notre capacité assez naturellement à gérer nos émotions, à gérer notre stress. Ça, c'est détectable. Et les tests sont suffisamment bien faits pour aller nous pousser dans notre chemin, pour voir comment on réagit dans des situations où on est particulièrement en inconfort. Donc ça, je pense que déjà, d'entrée de jeu, c'est un peu détecté chez nous. Donc on a, je pense, peut-être plus que certaines personnes... Une résistance au stress. Oui, et une façon assez naturelle de se maîtriser. Après, ce qui est d'une évidence absolue, c'est qu'on s'entraîne tous les jours pour ça. C'est-à-dire que le RAID, c'est un service qui fonctionne en fonction de l'événement. Quand on intervient, c'est parce qu'on intervient, on est le dernier rempart. Donc c'est au bout du bout, on ne peut plus faire appel à quelqu'un d'autre que nous. Donc bien heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Et pour autant, il faut être prêt. Ça veut dire qu'on s'entraîne tous les jours pour l'affaire de demain. D'accord. Donc on se met nous-mêmes en condition. On a un pool formation qui est en charge de mettre en place des exercices dans lesquels ils vont nous solliciter certaines de nos émotions en fonction de certaines situations. On a des psys qui travaillent aussi avec la cellule formation pour ça. Donc au final, pardon, je te coupe, mais on fait tout pour que vous soyez en permanence un peu dans une zone de confort en fait.
En tout cas, on vous force à sortir de cette zone en permanence. On est constamment en train habitué. De sortir de notre zone de confort. Hein, ouais. Et c'est surtout voir comment on va fonctionner dans une zone d'inconfort. On a... le maître mot quand même dans ces unités, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire que on a beau se préparer, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et elles ont beau être... se ressembler, ces affaires, aucune affaire ne se ressemble en fait. Il y a toujours quelque chose qui va être différent de la veille. Alors on se nourrit beaucoup évidemment de nos retours d'expérience, c'est un indispensable, c'est un incontournable dans ces unités-là. Et aussi on va travailler beaucoup là-dessus. Et pour autant, le lendemain, il y a quelque chose qui peut être complètement soudain, qu'on n'aura pas vu venir et qui va encore devoir faire appel à nos capacités d'adaptation, d'agilité. Donc on est entraîné justement pour travailler dans l'inconfort. Mais ça veut dire qu'il y a une part d'acceptabilité. Il faut avoir conscience que ça va être compliqué, ça va être douloureux, qu'on n'aura peut-être pas la réponse, que ça va être dur, que ça va nous engager, que ça va être engageant, on sait qu'il va falloir malgré tout y aller, se faire confiance, travailler en équipe. Donc on sait qu'on va travailler dans l'inconfort. Si on n'accepte pas ça, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Et quand on accepte ça, quelque part, il y a une espèce de conditionnement qui se met en place aussi. Hein. C'est qu'on est conditionné aussi pour intervenir dans ces milieux hyper inconfortables, hyper mouvants. Donc voilà. Et ensuite, on a chacun ses techniques. Moi, on apprend beaucoup notre propre respiration. Moi, quand je me sens en inconfort ou quand j'ai pu me sentir un peu en inconfort, où j'ai pu me dire, oh là là, ça risque d'être un peu compliqué, il me suffisait de regarder autour de moi pour être rassurée. C'est-à-dire qu'il y a l'effet de meute, il y a l'effet de groupe qui joue énormément. Et puis, alors moi, je suis déjà pas quelqu'un qui reste inactif, mais alors plus dans ces moments-là, quand on est focalisé sur l'action, on n'a pas le temps d'avoir peur. En fait, quand bien même on peut avoir peur, on va être dans l'action, donc on va être mobilisé. Mais d'avoir peur, c'est normal. C'est une émotion que tu ressens. Oui, on la ressent. Il faut qu'elle nous porte à faire quelque chose, mais il ne faut pas qu'elle soit invalidante. Il ne faut pas qu'elle nous fasse faire n'importe quoi. Donc, il faut pouvoir l'accueillir comme quelque chose de normal, mais parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir quand même fonctionner. Donc, avoir peur, c'est pas grave. Voilà, à partir du moment où ça ne nous empêche pas de fonctionner. Et moi, j'ai souvent été... il suffisait de regarder mon équipe, mon groupe se mettre en place déjà pour être impressionné. J'ai tout le temps été impressionnée en fait. Par les unités d'intervention. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 13 ans, je ne me suis jamais lassée d'eux. Je les ai toujours regardés, pas comme une groupie, c'est pas ce que je veux dire, mais j'étais toujours impressionnée en fait. Ouais. De voir comment ils se mettaient en place, comment on se mettait en place, et c'est marrant, cette espèce de dissociation, parce que je faisais partie du groupe évidemment, mais je les voyais eux en fait. Et je les voyais eux se mettre en place, je voyais les visages sérieux, je voyais le sérieux de chacun, des gestes hyper précis, des gens se mettant... Et même quand c'était un peu chaotique, comme ça avait pu l'être dans certaines situations, il y avait quand même quelque chose d'hyper organisé, malgré tout. Et je me disais, mais tant que ce groupe il est là, on est tous là, quoi. Donc après, il faut pouvoir réguler son propre stress et apprendre à respirer correctement. Moi, je travaille beaucoup avec la respiration, mais je le faisais déjà quand j'étais en compète de gym, où j'étais pas forcément plus en inconfort, mais c'est pareil, vous savez, quand vous mentalisez vos gestes, vous fermez les yeux et vous voyez sur les barassimes ou sur le barre asymétrique ou sur la poutre, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire que là, on sait ce qu'on doit faire, on connaît ce job, on n'est pas là par hasard, on répète. On connaît sa formation et on s'appuie sur son équipe. Donc tant qu'on a une tâche à accomplir, on est dans le jus. Et moi, c'est comme ça que je régule mon propre stress. Okay. Ça a été quoi la plus grande satisfaction, je dirais, dans l'émission que tu as pu faire alors peut-être pas la plus grande satisfaction sur une affaire en particulier, mais de manière générale... C'est ramener les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est quand tu libères un otage ou c'est quand un forcené sort sans intervention? Les deux, c'est-à-dire que... moi, j'ai rien de trouvé aujourd'hui d'aussi gratifiant que de sauver une vie ou de ramener les gens. C'est-à-dire que... et quand bien même c'est ton forcené... par la force de la relation, tu arrives à faire sortir quelqu'un. Voilà, ça c'est magique. Ok. Donc négociatrice hors pair, si je te demande de me vendre ma Twingo, tu peux m'en tirer un bon prix ou pas? Non, ma vraie question, c'est simplement, est-ce qu'il y a
un rapport entre, par exemple, ce que vous apprenez dans la négociation avec, en vue de libérer des otages, faire revenir à la raison des forcenés. Est-ce que c'est un rapport avec le domaine de ce qu'on peut apprendre dans le domaine de l'entreprise ou rien à voir Ces métiers-là apprennent beaucoup de nos univers, notamment par le décalage. Il y a un socle commun quand même à toutes ces négociations et il y a des règles d'or. Donc on peut se dire que peu importe la négociation, peu importe le contexte, il y a des principes à respecter, comme le fait qu'une négociation, ça se prépare, qu'on part assez... on est tous assez d'accord sur le postulat que généralement il y a au moins 2 parties en présence, que ce sont des gens qui sont dans des camps entre guillemets opposés, qui restent assez indépendants, des positions différentes. Des positions différentes, avec parfois un équilibre assez fragile. On a tous des intérêts, à faire valoir, des choses à préserver, et on sait qu'on a besoin de l'autre pour y arriver. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on est tous d'accord pour préférer la discussion pour aboutir à une solution plutôt que le conflit ou la force. Donc partie de ce postulat, toutes les négociations se ressemblent. Ok, tu ne vendras pas ma Twingo alors. Je peux vendre ta Twingo. Alors vendre ta Twingo, non, parce que si tu me dis j'en veux ce prix-là, c'est parce qu'elle vaut vraiment ce prix-là et voilà, et qu'il y a un intérêt à faire valoir qu'elle est importante à ce prix-là pour telle raison. Tu ne pourras pas arnaquer n'importe qui. J'aurais pas le souhait de le faire en fait. Voilà, parce que dans les négociations, il y a quelque chose d'hyper important, c'est l'éthique. Il faut connaître le cadre dans lequel on intervient. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'éthique. On intervient dans un cadre relativement normé, mais au-delà de la norme, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait du droit et des règles, il y a aussi la morale. Et le truc hyper important, c'est qu'au-delà de ce que tu vas obtenir dans une négociation, ce dont on va se souvenir, c'est la façon dont tu l'as obtenu. Ouais. Donc, est-ce que tu as trompé la personne? Voilà. Est-ce que tu as fait une fois, tu ne le referas pas une deuxième fois, en tout cas pas avec les mêmes personnes. Donc c'est hyper important de garder ça à l'esprit et de se dire que dans ta négociation, si c'est un bras de fer et que tu as l'intention de plier quelqu'un, tu ne feras qu'une fois, tu l'auras fait, tu auras voulu ce que tu voulais, et tu l'auras fait d'une certaine manière. Est-ce que c'est une négociation? Est-ce que c'est propre? Qu'est-ce que tu vas laisser comme souvenir? Non, l'idée c'est que la négociation, c'est celle dans laquelle on va aboutir à un compromis qui va satisfaire les 2 personnes et que chacun aura réussi à préserver ses intérêts et sortira un peu grandi de la négociation. Ouais, tu vas pas essayer une tactique de négociation parce que tu adores cette tactique, tu vas la choisir parce que c'est la plus efficace. Parce qu'elle est pertinente. Ouais, voilà. Elle est pertinente, je le fais pas contre l'autre, je le fais... il faut qu'on puisse préserver en fait les 2 parties. Voilà. Ça, c'est une vraie négociation réussie, c'est quand j'ai préservé la partie adverse aussi. C'est-à-dire que je l'ai jamais vu comme un bras de fer. Et j'ai jamais eu l'intention de plier les gens. En fait, c'est pas ça le job. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'éthique, parce que c'est hyper important en fait, au-delà de ce que tu as obtenu, la façon dont tu l'as obtenu. Dans les négociations commerciales aussi, tant qu'ancien acheteur, je peux t'en parler aussi. Bah voilà, tu vois. Et non, mais c'est vrai que c'est la plupart du temps quand tu essayes de plier, de trop plier en tout cas, c'est jamais bon. Oui, il faut aussi pouvoir se mettre à la place de l'autre en fait, qui a autant de raisons que toi de vouloir quelque chose et de préserver ses intérêts. Exactement. Et pourquoi ce serait plus important pour nous que pour lui? Tout à fait. Bon, ça fait un petit moment que je te retiens ici, entre guillemets. Donc, tu as quitté le RAID, bien sûr, un petit moment. Tu as travaillé un petit peu dans le privé, du coup. Tu peux nous en dire plus? Mais j'y suis toujours, ouais. Ça fait à peu près 3 ans et demi maintenant que j'ai quitté le service. Alors, j'ai été approchée par un très grand groupe. Et donc, du coup, j'ai accepté. Je me suis mise en disponibilité. Je suis toujours, d'ailleurs, en disponibilité du ministère de l'Intérieur. Donc, s'il y a un besoin de renfort pour nos négos, on peut faire appel à toi, c'est ça? Alors, il faudrait que je réintègre. Si jamais je devais reprendre le chemin de l'opérationnel, il faudrait que je réintègre le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire quoi, être en disponibilité? Disponibilité, ça veut dire que je me mets hors de mon administration pendant un temps.
Donc ça veut dire que je suis pas du tout radiée des effectifs, je suis en dispo, ça veut dire que je ne suis plus payée par mon ministère d'origine, donc je ne suis plus payée par le ministère de l'Intérieur, et je ne cotise plus non plus pour mes droits à la retraite. En fait, ça s'est figé. Moi, je suis commandant de police. Ma carrière s'est arrêtée là jusqu'à ce que je décide de la reprendre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si j'ai décidé d'y retourner, toc, on va repartir de là où je m'en suis arrêtée il y a 3 ans. Ok, d'accord. Alors du coup, aujourd'hui, dans le privé, on ne citera pas ton employeur, mais qu'est-ce que tu fais? Ça a été quoi les missions, les postes? Donc, dans un premier temps, je suis venue en renfort de la sûreté-sécurité. En fait, j'étais conseillère sûreté-sécurité. Donc, alors pour des besoins un peu tous, c'est-à-dire que j'ai pu faire de l'accompagnement sur des managers, mais sur des groupes aussi, de différents managers, sur de la thématique de gestion des conflits, sur de la posture, sur de la communication, sur faire de la relation aussi avec les services de l'État, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est plus l'apanage des services de l'État, mais aujourd'hui, il y a une grande participation des entreprises privées à la sécurité, et donc, à l'instar de ce qui se passe notamment au CDSE, le club des dirigeants des entreprises en sûreté-sécurité, on a beaucoup de connexions avec les services de l'État. Donc c'est assez intéressant quand on a un opérationnel comme moi, mais j'étais pas la seule. J'étais avec des pompiers, avec des gendarmes, avec des militaires qui intègrent de plus en plus les entreprises privées. On fait des connexions, on met les services en relation pour justement pour échanger et pour participer les uns et les autres à la sécurité de manière globale. Sécurité de manière globale, ça veut dire quoi? Je te donne un exemple. Par exemple, après les attentats. Quels attentats? Les attentats que la France a connus, notamment entre 2014 et 2017. Ouais. Beaucoup d'entreprises ont renforcé leurs services de sécurité. Beaucoup d'entreprises ont pu craindre d'être elles-mêmes des cibles et donc ont mis en place des protocoles en cas d'intrusion. Donc comment je fais pour préserver mes équipes, mon personnel en cas d'intrusion. Donc on a beaucoup échangé sur ces thématiques-là, notamment pour que les entreprises puissent à minima anticiper ce type de situation dans leurs univers. D'accord. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir d'anciens opérationnels ou en tout cas d'avoir des connexions avec les services de l'État pour préparer ça en termes de protocole, faire des exercices in situ, pour pouvoir faire venir aussi des services pour observer les failles de sécurité dans leurs entreprises, comment y remédier, etc. Et puis par la suite, donc je suis restée 1 an et demi et par la suite, j'ai accompagné aussi des groupes sur quelques problématiques de management ou de difficultés à communiquer. Et puis par la suite, on a une grosse direction éthique et compliance qui s'est dimensionnée avec la création, notamment dans le cadre de la loi Sapin. C'est quoi la loi Sapin ? Alors la loi Sapin, c'est tout ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc la loi Sapin, c'est la loi relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, qui aujourd'hui est obligatoire dans toutes les entreprises, notamment de plus de 500 salariés, mais pas que. Et donc, elles ont l'obligation, en fait, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour répondre à ces obligations de lutte contre la corruption. Donc, dans ce cadre-là, donc un des piliers, parce qu'il y a 8 piliers dans la loi Sapin, un des 8 piliers, c'est l'alerte professionnelle. Et donc, ils ont créé un département alerte professionnelle et ils m'ont demandé d'en prendre la direction. Et ça consiste en quoi, ce donc, département ? Aujourd'hui, c'est toute la problématique des lanceurs d'alerte. Donc le recueil finalement des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi Sapin, on peut venir porter à connaissance de son employeur tout type de délit ou de crime qui se produit dans une entreprise. Ça passe de l'abus de biens social, de la corruption, mais ça peut aussi être du harcèlement, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, on doit prendre en compte le signalement. On a l'obligation de protéger la personne qui fait ce signalement, mais on a aussi l'obligation de protéger la personne qui est visée dans le signalement. Et donc, il y a des investigations qui sont faites en interne pour pouvoir y répondre. Donc il y a toute une législation qui se porte sur les lanceurs d'alerte. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'avais la prise en compte de ces lanceurs d'alerte, parce que c'est une population qui est souvent très difficile, qui
qui n'osent pas Oui. venir révéler ces faits qui existent dans l'entreprise et qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'ils ont souvent peur des représailles ou parce qu'ils ont peur finalement que ça ne va pas aller jusqu'au bout. Et donc là, on est venu me chercher parce qu'on pensait que j'avais tout le background justement pour les rassurer, pour les inviter justement à faire, pas les faire ces révélations, mais en tout cas pour les rassurer sur le fait qu'en le faisant, non, ce n'était pas mal, que deux, c'était une obligation de l'employeur que de les protéger, parce que quand on vit ces actions-là, c'est pas normal, et l'entreprise a l'obligation d'y répondre. Donc voilà. Et il y en a eu alors? Oui, il y en a, mais comme il y en a dans tous les groupes, en fait, les alertes professionnelles, c'est un peu normal. Enfin, c'est un peu normal. C'est pas surprenant. Voilà. C'est pas normal que ça existe, mais c'est normal qu'on y réponde. Je te demande pas s'il y a de la corruption. Je suis pas sûr que tu me répondes, donc je vais pas te poser la question. On arrive au bout de cet entretien. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, parce que donc tu interviens de manière ponctuelle sur des conférences, on a déjà travaillé ensemble pour certaines entreprises. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu peut-être les thématiques de manière générale que tu abordes? Alors, de manière générale, ça reprend un peu tout ce qu'on a évoqué depuis le début, c'est-à-dire que moi j'ai été pendant très longtemps négociateur de crise criminelle, mais la négociation, ça fait appel à tout plein d'autres compétences, c'est-à-dire la négociation avant tout c'est le talent de l'écoute. Donc c'est écouter pour être en capacité de comprendre, et parce qu'on a compris, c'est de pouvoir orienter et guider pour amener les gens à trouver une solution ou les décentrer dans leur problématique pour les aider à trouver eux-mêmes leur propre solution. Donc moi, mon travail, il est vraiment centré sur ça. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup parler de négociation, mais je vais surtout parler de posture, de communication, de gestion des émotions, de capacité à gérer son propre stress, de reconnaître les émotions chez les autres, comment temporiser aussi les autres, mais ça suppose qu'on se connaît bien soi-même. Ça va être l'opportunité de travailler aussi en groupe, parce que je fais de l'accompagnement individuel, mais je fais aussi de l'accompagnement en équipe. Je vais bien sûr intervenir aussi sur de la crise, de la gestion de crise, puisque je fais de la sensibilisation aussi aux risques. Mais voilà, en workshop par exemple ou en masterclass, moi j'aime bien cette idée de l'échange ou des tables rondes ou des interviews comme on fait aujourd'hui, parce que ça permet de rentrer dans les problématiques, ça permet d'être dans une complète immersion, et ça permet aussi aux gens de poser leurs propres questions, parce que quand ils les posent, c'est jamais anodin. Ça fait référence à quelque chose. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi apporter par le décalage quelque chose qui peut être pertinent pour leurs univers. Donc c'est pas moi qui fais les liens et qui fais les ponts, c'est eux qui le font tout seuls, parce qu'ils ont la pertinence des questions, parce qu'ils pensent que ce qu'on a vécu, c'est largement, même s'ils vivent dans des univers complètement différents, ils pensent, et ils ont raison, qu'ils peuvent emprunter, en tout cas des outils, des techniques, à leur propre domaine. Donc c'est tout ça qu'on aborde comme thématique au niveau de nos échanges. Donc ça va de la négociation à la gestion de crise, mais encore une fois, en passant vraiment par le spectre de la posture de la communication, de l'écoute, du stress, de la collectivité, enfin de l'esprit d'équipe, de la cohésion, parce que ça c'est le moteur de l'intérêt des retours d'expérience, etc. Alors, j'allais dire une petite question. Bon, c'est une question quand même qui est très importante, et c'est vrai que j'ai pas posé, mais qu'il faut que je pose. C'est est-ce que en tant que femme, c'est la question du macho. Est-ce que en tant que femme, tu as ressenti difficultés particulières dans ce métier par rapport aux hommes, que ce soit une discrimination ou une discrimination positive ou négative? Est-ce que tu as eu des difficultés supplémentaires, ou est-ce que absolument pas, c'était la même chose que pour les hommes? Est-ce que tu aurais un peu un feedback aussi pour se rendre compte au niveau de mes interventions ou au niveau de ma vie en unité? Les deux, mon capitaine. Commandant. Commandant, excusez-moi. Je plaisante. Au niveau des interventions, non, pas plus que ça. Ça a même été plutôt profitable, parce que bien souvent, les gens ne s'attendent pas du tout à avoir des femmes en groupe d'intervention. Donc la plupart du temps, on crée la surprise et on élimine de fait la confrontation d'homme à homme. Ça n'existe plus en fait. Les gens ne vous toisent pas de la même manière.
Donc, ils peuvent ne pas vouloir vous respecter, mais il y a plus cette confrontation d'homme à homme. Donc, ça annule plutôt le rapport de force. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on est plutôt un phénomène d'apaisement. Phénomène, entre guillemets. Dans l'unité, ça a été plus rock'n'roll. Ouais. Mais je ne suis pas celle qui a essuyé les plâtres. Donc D'accord. là, je reconnais, les autres femmes de l'unité ont fait tout ce travail avant mon arrivée. C'est celles qui ont été là avant toi. Avant moi, oui, Ouais. oui, avant moi, c'était beaucoup plus dur pour elles d'avoir intégré l'unité parce que les premières femmes qui sont intervenues, forcément, elles venaient un peu casser tous ces codes de la virilité. C'était en quelle année qu'il y a une femme, tu sais C'était pendant la traque de Colonna. Ouais. Donc, elles sont intervenues, il me semble, sans vouloir de dire de bêtises qu'elles vont m'en vouloir, mais je crois que c'était 2003. D'accord, ok. Ouais, donc ça elles fait ont pas été non plus 30 ans intégrées que- en 2002-2003. D'accord. Donc 1 an et demi avant moi, tu vois. Ok. Donc c'est elles qui ont peut-être C'est elles qui ont plus suivi les plâtres, suivi oui, bien sûr. Et moi, je dis pas que ça a été facile, mon intégration, parce que j'étais une femme de plus qui venait un peu bousculer l'univers. Puis en plus, je venais à la négo, donc moi j'avais le double handicap, c'était que je venais à la négo, donc on était déjà perçus comme les empêcheurs de tourner en rond. Parce que quand on négocie, on n'intervient pas, en tout cas pas tout de suite. En tout cas dans 2 temporalités différentes. Et en plus, j'étais une femme, une de plus. Donc voilà, et j'avais même un 3e handicap, j'étais officier. Pourquoi Donc, être officier, c'est... potentiellement officier, potentiellement en tant qu'officier tu peux faire du commandement, donc il ne manquerait plus qu'en plus je commande des hommes, alors c'est le pompon. Mais non, mais il y a eu beaucoup de bienveillance à mon égard, malgré tout. Voilà, il y a eu des choses pas faciles, mais globalement j'étais très bien accueillie. Ok. Je voudrais finir en te posant une question simple, c'est... t'as un parcours qui est quand même qui est super inspirant. Je pense notamment aussi pour une femme parce que tu as évolué dans un univers très masculin. Tu as su t'y faire ta place. Tu as fait des choses importantes. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire peut-être aux jeunes filles qui souhaitent se diriger vers justement des métiers, je veux dire un peu atypiques, en tout cas des métiers vers lesquels malheureusement à l'heure actuelle il y a encore pas beaucoup de femmes, peu importe la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes, mais est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil, quelque chose toi qui t'a aidé à aller au bout? Rien s'interdire. Moi j'ai une chance extraordinaire d'avoir une mère qui a porté tous mes projets, c'est-à-dire que elle m'a jamais dit tu devrais pas, ou je suis pas sûre que ce soit le bon choix. À partir du moment où c'était le mien, elle m'a porté en fait. Donc faut rien s'interdire. C'est-à-dire que moi j'ai eu la conviction que j'étais faite pour ça, mais c'était qu'une conviction personnelle, c'était une perception que j'avais, j'aurais pu totalement me planter. J'ai bien failli, j'aime y être d'ailleurs, mais j'ai suivi mon instinct. En fait, il y a une part d'intuition aussi. Il faut savoir se faire confiance. Il faut savoir s'écouter. Mais moi, j'ai écouté en fait. J'ai écouté ce qu'on m'a dit. On m'a dit ce sera dur, tu n'y arriveras pas. De toute façon, il n'y a pas de femmes, ils n'en veulent pas. C'est des univers hyper masculins. J'ai entendu, mais j'ai fait comme j'avais envie, en fait. Parce que beaucoup de femmes auraient pu se dire bon bah non, effectivement, s'il y a beaucoup d'hommes, du coup ça va être trop compliqué. Et malgré tout, donc tu t'es dit ok. Il y en a qui disent ça, mais ouais, mais c'est pas ce que je pense. Enfin, je l'expérimenterai par moi-même, en fait. Voilà, d'accord, tu as voulu être la témoin toi-même. Mais en fait, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand il était question de quitter le service, j'avais été approchée par plusieurs personnes pour intégrer d'autres boîtes. Et on m'avait dit, mais tu verras, on va t'initier au privé, etc. Et j'avais dit, mais moi, le privé, je veux l'incarner. Je préférais faire mes armes, en fait, sur place, parce que c'est comme ça que j'aurais le sentiment d'être légitime. Et le fait est que j'ai intégré le privé, parce que je préférais être immergée pour pouvoir apprendre. Je ne dis pas qu'ils ne m'auraient pas appris, je pense qu'ils m'auraient appris des tas de choses, mais j'avais besoin de faire cette immersion. Le RAID, c'était pareil, j'avais besoin d'y aller pour savoir si c'était vraiment difficile. Et ça a été difficile. Et j'ai souffert. Mais en comparaison à ce que j'ai vécu, si c'était à refaire, je le ferais 1000 fois pareil. Donc le seul conseil que j'ai à donner, c'est, et bien sûr, il faut aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Quand c'est une conviction, quand c'est dans le cœur et que c'est pas ailleurs et que c'est dans la tête, et il faut y aller, bien sûr, il faut rien s'interdire. Il faut essayer en tout cas. Ok. Il faut essayer pour pas avoir de regrets. Super. Super mot de fin. Merci Tatiana. Merci Mathieu. D'avoir accordé ce temps-là. Merci à tous les auditeurs qui ont été là, qui ont écouté cet échange avec Tatiana. Si vous êtes encore là, c'est que ça a dû vous plaire. Alors n'hésitez pas à liker ou à partager ce podcast. Vous retrouverez le profil de Tatiana sur notre site. Merci encore Tatiana. Et puis
À bientôt pour de nouvelles aventures peut-être. Ben, bientôt. Merci à vous.